Bon lundi à vous tous. Il manque plusieurs joueurs ce matin. Il paraît que la session achève. Patrice? Oui, c'est moi. Je voulais te dire qu'Amélie, elle a eu un imprévu avec son petit garçon. Là, fait qu'elle va essayer de se connecter en auto, mais sinon, elle va être un petit peu en retard. Il n'y a pas de problème. Merci. Je vais vous avouer candidement que je ne pensais pas passer au travers de la session à distance. Vous autres non plus, j'imagine. Ça commence à être lourd. Hein? On a hâte d'essayer de... Le vaccin s'en vient. Il devrait être pas pire. En tout cas, moi, une chose, j'ai hâte de vous voir en vrai dans la classe. Théoriquement, c'est moi qui vous donne AA4, fait que minimalement, on va se voir en labo. Je risque de donner la théorie de mon bureau en virtuel, mais les labos, c'est moi qui vais vous les donner. Fait qu'au moins, je vais pouvoir vous voir. Puis on va avancer un peu, là. On ne peut pas faire ça comme ça super longtemps. Hein. À un moment donné. C'est pas pire, au moins, vous avez Vous imaginez l'année passée, quand tout arrêtait au mois de mars, là, ceux qui étaient en stage, ça a comme les stages ont comme fait pouette. On a continué à travailler avec eux autres, là, mais c'était... de toute façon, vous le savez, vous aussi, vous êtes tombés à distance, mais en stage, c'était comme nous autres, les bureaux étaient fermés. C'était assez particulier. Pardon. Bon, ben, on va prendre les autres au fur et à mesure qu'ils vont rentrer. Donc, il est 8 heures. On va partir ça. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir le cours précédent. On n'avait pas vu les aides de suppléance à l'audition. Ensuite de ça, je vais vous donner la dernière matière qui nous reste à voir, c'est la présentation de la solution auditive. Puis après ça, on va avoir fait le tour de la matière au grand complet. Juste deux petites choses. La révision. J'appelle ça révision. Je vais vous placer le document de révision d'ici la fin de la journée sur Colnet. Ça contient à peu près 240 diapos. Donc, l'examen va être dans cette matière-là. Vous n'avez pas besoin, à la rigueur, vous avez juste à imprimer ce document-là et toute la matière de l'examen est là-dedans. Vous n'aurez pas besoin de traîner votre cartable de la session pour essayer de trouver les réponses à l'examen. La révision, c'est évidemment, vous comprendrez qu'en 2 heures, on passera à travers 240 diapos. Ça va être plus une période de questions. Ça va être beaucoup plus ça. Vous avez simplement à... simplement. C'est pas simple, là, mais vous avez juste à vérifier, à regarder. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je vais être en mesure d'y répondre. Deuxièmement, il va y avoir aussi, on va faire la correction de l'examen la semaine prochaine. Donc, vous avez remarqué, j'ai fait la correction du travail long. L'examen, je n'ai pas fini de le corriger. Mais dans mes délais, j'ai 3 semaines pour corriger l'examen. La semaine prochaine, ça va faire 3 semaines, je suis correct. Je suis légal. J'avais des travaux aussi en 3e année à corriger. Fait que j'étais comme... Mon dimanche était assez occupé. Donc, c'est ce qu'on va faire. Ça va être plutôt une période de questions. On va voir l'examen. Ça va être une période de questions. Fait que vous allez voir le résultat de l'examen la semaine prochaine. Ce que j'ai corrigé jusqu'à date, ça va quand même assez bien. Il n'y a pas trop de stress à avoir. L'examen, le 14, c'est un examen à livre ouvert. Donc, pour ceux qui n'ont pas fait leur demande au service adapté, je vous prie de la faire. L'examen est à 8 heures, il dure 2 heures. Pour ceux au service adapté, c'est selon votre plan d'intervention où on se branchera comme on a fait les dernières fois. Donc, on se branchera un peu avant. Je suggère à tout le monde de se brancher un petit peu d'avance pour être sûr. L'examen va être déposé sur Colnet. Pour ceux qui ne sont pas au service adapté, il va être là vers 7h55. Donc, simplement, quand vous allez un peu... C'est les mêmes consignes que les autres examens. Là, quand vous avez l'examen, simplement mentionner que vous l'avez. Pour le service adapté, je risque de vous l'envoyer probablement par courriel Colnet. Parce que le mettre sur le... Puis, il va y avoir une boîte de dépôt, la même chose. Je vous demanderai juste une chose, s'il vous plaît, si c'est possible. Quand vous déposez votre examen, mettez votre nom dans le fichier. Mettons, ça va être examen théorique final. Vous ne le mettez pas tous. Bien, évidemment, je le mets, là, inquiétez-vous pas, je corrige votre copie, je l'identifie, mais si vous pouvez l'identifier soit avec vos initiales, évidemment, pensez à une chose, Derek Provencher, Dominique Pinault et Derek Paradis, Dave Provencher, vous avez toute une initiale DP.
S'il vous plaît, pas mettre vos initiales, mettez, je ne sais pas, Despinot, Desprovencher ou Dave P ou Dominique. Ben, Dominique P. Mettre Despinot, ça va être moins long, Dominique. Puis Derek, ben, c'est à toi de voir. Desparadis ou Derek P, ça fait pareil. Donc, vérifiez, il y en a probablement quelques autres aussi qui ont les mêmes initiales. Là. Donc, c'est juste pour... mais je le fais, mais c'est juste, ça va me faciliter la tâche, tout simplement. Donc, question jusqu'à maintenant, ça va? C'est beau, good. Donc, on va aller sur les aides de suppléance qu'on n'avait pas vues la dernière fois. Ah oui, pour ceux qui se posent la question, je n'ai pas reçu le fichier de Julie-Catherine en PDF pour la conférence WideX. C'est ce qui nous manque. Fait qu'on n'avais pas, j'ai pas été capable de le placer parce que je ne l'ai pas reçu. Aussitôt que je le place, aussitôt que je le reçois, même si je le reçois plus tard, je vais le placer. Ça peut être quand même pour vous autres une référence puisque vous avez accès de toute façon à ces documents-là jusqu'à temps que vous finissiez vos études. Fait que rien ne vous empêche de le prendre en PDF puis de le mettre dans votre ordi, tout simplement. Donc, lorsqu'on s'était vu la dernière fois, on avait arrêté ici au niveau des applications. On n'avait pas vu les aides de suppléance à l'audition qu'on appelle ASA. En fin de compte, c'est la Régie d'assurance maladie qui nous a donné ce terme-là. Dans le programme des aides auditives à la RAMQ, il y a les prothèses auditives et il y a les aides de suppléance à l'audition. Donc, on a abrégé en ASA. Évidemment, les aides de suppléance à l'audition, il faut comprendre que ce n'est pas uniquement pour les aides à l'environnement, comme on peut voir sur l'image, mais évidemment, ça comprend les téléphones, systèmes pour la télévision, téléphone amplifié. Et il y en a quand même une panoplie assez grande, mais d'habitude, les aides de suppléance à l'audition, telles qu'on le connaît à la Régie d'assurance maladie, c'est surtout les contrôles environnementaux, parce que avec les prothèses, comme vous avez pu voir, avec le travail que vous avez fait chez les différents manufacturiers, il existe des solutions pour le téléphone, pour le cellulaire, on a les microphones déportés, on a la base pour la télévision. Donc, on a quand même une panoplie qui sont dédiées aux fabricants de prothèses auditives, mais on a des aides de suppléance qui sont plus génériques, disons ça comme ça, qui sont évidemment, oui, payées par la Régie d'assurance maladie, mais qu'on peut fournir en privé, qui sont payées par la CNESST, qui sont payées aussi par les anciens combattants. Ce n'est pas uniquement exclusif à la Régie d'assurance maladie. Donc, les aides de suppléance à l'audition se divisent en 3 grands groupes au niveau de la sécurité, au niveau de la communication et au niveau du divertissement. Évidemment, le divertissement, on va penser plus à la télévision, mais on les sépare vraiment dans ces 3 types-là. Les aides de suppléance pour la sécurité, donc on parle du détecteur de sonnerie de porte, du détecteur de sonnerie de téléphone, de fumée, de son, de pleurs de bébé, et on a celui, évidemment, fumée, on a celui pour le monoxyde de carbone. Évidemment, tout ça est relié à un récepteur de signal, et ce récepteur de signaux-là va émettre soit une lumière qui va être lumineuse, ça va être une lumière stroboscopique, par exemple. On en a des exemples au laboratoire, au Cégep, au 400, où ça va être relié à un vibreur. Et le vibreur, la majorité du temps, sinon la totalité du temps, va être placé sous le matelas ou sous l'oreiller. Je n'ai jamais suggéré à mes patients de mettre ça sous l'oreiller. Ça vibre tellement que ça donne un mal de tête. C'est quand même quelqu'un qui ne se réveille pas avec ça, même en dessous du matelas, c'est parce qu'il est mort. C'est assez. Puis d'autant plus que ça émet, la personne qui est entendante, qui partagerait le même lit que la personne qui utilise ça, va se réveiller, ça fait un son très, très sourd. Donc, c'est relié. Et je vous dirais que la lumière, c'est déjà quand même assez agressant. Donc, comme on peut voir, on a autant la porte, le téléphone, détecteur de fumée au monoxyde de carbone, détecteur de son ou le pleur de bébé. Donc, c'est relié vraiment au récepteur de signaux. Les récepteurs de signaux sont évolutifs. Il y en a qui sont combinés avec un réveil matin. Donc, on peut avoir le vibreur où il va avoir une lumière qui est sur le dessus. C'est une lumière stroboscopique qui est sur le dessus. Donc, c'est comme ça qu'on va le savoir. De plus en plus, maintenant, on est capable d'en avoir un avec le réveil matin intégré. Donc, ça sert de réveil matin, ça sert de récepteur de signaux. Il faut simplement les programmer. C'est quand même quelque chose qui n'est pas super compliqué. C'est quelque chose qui se fait quand même assez bien. Je vous dirais qu'ils sont peut-être moins résistants qu'ils l'étaient à l'époque parce que moi, je me souviens d'en avoir déjà installé dans le début des années 90 et j'ai des patients qui les ont encore.
c'est pas bon. Le plastique jauni, je ne sais pas pourquoi ils s'entêtent à faire ça de couleur blanche. C'est pas maintenant, c'est plutôt de couleur gris charbon ou noir. Mais au début, ils faisaient ça blanc. Et du plastique blanc, avec le temps, ce que ça fait, c'est que ça vient jaune. Fait que c'est pas que ça jaunit solide, mais ça fonctionne bien. Et ça fonctionne encore, c'est assez surprenant. Donc, les aides de suppléance à la communication, on a évidemment le téléphone amplifié. On a aussi l'amplificateur personnel, ce qu'on appelle un pocket talker, pour ceux qui ont déjà travaillé qui travaillent ou qui ont déjà travaillé dans une clinique d'audio-prothèse. Les pocket talkers, souvent, ou les amplificateurs personnels, on va avoir tendance à donner ça à des gens, par exemple, qui ne sont pas capables d'utiliser une prothèse auditive. C'est donné en lieu et en place d'une prothèse. Moi, ça m'est déjà arrivé des gens qui ont vraiment un déficit cognitif très important, ne sont pas capables d'utiliser une prothèse auditive. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'on utilise ça et quand la famille va voir son père ou sa mère, donc, ils leur placent les écouteurs sur les oreilles et parlent à travers le microphone. Donc, on est capable d'avoir une certaine forme de communication. Il y a aussi souvent les CHSLD, ils vont en avoir un sur l'étage, par exemple. Bon, Mme Tremblay, elle a perdu sa prothèse ou elle n'a pas eu de prothèse auditive encore, puis elle a une surdité quand même importante. Donc, pouvoir communiquer avec elle, soit par rapport aux soins infirmiers ou quand le médecin passe. Et on va voir certains départements gérontologiques dans les hôpitaux en avoir aussi pour se dépanner. Le patient a été transféré d'urgence à l'hôpital, les prothèses n'ont pas suivi. Ça peut arriver. Donc, c'est quand même une chose qui peut c'est là qu'on va en retrouver de plus en plus. Aussi, aide à la télécommunication, ce qu'on appelle les ATME, les aides technologiques pour malentendants. En anglais, ça s'appelle TTY. C'est un clavier sur lequel on place notre téléphone fixe de maison. Sur notre téléphone cellulaire, évidemment, on ne l'utilise pas. Puis, ils ont intégré une fonction TTY qui s'appelle un texto dans nos téléphones cellulaires. Donc, on est capable de communiquer. Moi, j'ai des patients. Évidemment, le courriel fait que nos patients communiquent avec nous souvent par courriel. Mais lorsqu'ils n'en ont pas, je ne me souviens plus la dernière fois qu'un patient m'a appelé via un téléscripteur. Ça vient avec imprimante ou non. Il faut passer par un service. On appelle ça le service de relais Bell parce que c'était à l'époque Bell Canada. Maintenant, c'est Bell qui fournit ce système-là. Ce service-là, c'est-à-dire qu'on appelle un numéro de téléphone, on prend notre combiné téléphonique, on le place sur ça et on écrit et ça se transmet à cet agent-là qui, lui, nous répète le message au bout du fil. Évidemment, on a, comme je vous disais, de plus en plus maintenant que les téléphones intelligents avec les ordis, donc nos patients qui ont des courriels communiquent avec nous par courriel, sinon c'est via texto. Donc, soit pour prendre des rendez-vous, des choses comme ça, fait que c'est beaucoup plus facile. Réveil matin adapté, on les a mis dans les aides de suppléance à la communication parce que, ça te permet de te réveiller pour venir au cours à 8 heures le matin ou ça te permet de te réveiller pour aller travailler, pour aller bosser. Donc, mais maintenant, comme je vous disais, de plus en plus, on a ce type de réveil-là qui va être intégré à un récepteur de signal qui va aller avec les aides de suppléance à la communication, mais les aides de suppléance pour la sécurité. On a par la suite les aides de suppléance pour le divertissement. Comme je vous disais, évidemment, surprise, on se divertit avec la télé. Beaucoup plus. Donc, je vous ai mis, c'est la marque Sennheiser, il y en a 3 formats différents. On peut l'avoir soit le premier qui est à gauche. C'était probablement des meilleurs systèmes qu'ils ont fabriqués qui n'existent plus. On a en fait, quand j'ai pris l'image avec un collier magnétique, mais on pourrait mettre un casque d'écoute. On l'a version stéthoscopique. Maintenant, c'est le Max 5000 qui est vendu par la compagnie Sennheiser, qui est encore excellent avec un casque d'écoute. Et on a les systèmes que les gens souvent s'achètent en privé. La qualité sonore, je vous dirais, est quand même assez exceptionnelle. J'en ai un à la maison pour une de nos télés au 2e étage. Quand ma blonde est couchée, j'écoute la télé au 2e. Avec ça, c'est plus pratique. Donc, les écouteurs sont confortables. Évidemment, c'est des systèmes qui peuvent coûter plusieurs centaines de dollars, mais c'est quelque chose qui fonctionne quand même très, très bien. Oui, Patrice? Oui. Ces appareils sont utilisables avec toutes les marques? Qu'est-ce que tu veux dire, toutes les marques? Tous les fabricants, que ce soit Phonak, Widex. Non, ça c'est. En fin de compte, celui avec un collier magnétique, oui, il faut que tu aies une bobine téléphonique à l'intérieur de ta prothèse auditive. Mais les autres systèmes, c'est que tu ne les portes pas avec tes prothèses, tu enlèves les prothèses et tu places ça sur tes oreilles. Oui, je parlais plutôt pour le premier, là. Oui, pour le collier magnétique, oui. Il s'agit évidemment d'avoir une bobine téléphonique actionnable par le patient. Il faut prévoir
d'avoir par exemple, un patient qui aurait un CIC. Bien évidemment, on ne peut pas avoir de bobine T à l'intérieur de la prothèse, donc on ne pourrait pas utiliser avec le casque, avec le collier magnétique. Mais oui, c'est compatible avec n'importe quelle prothèse auditive, mais il faut avoir une bobine téléphonique à l'intérieur. Mais je pensais que le collier magnétique, c'était NFMI. Non, collier magnétique, c'est vraiment une onde magnétique. C'est vraiment Quand on parle de collier magnétique, ça prend absolument une bobine T. Absolument. Oh, oui, c'est obligatoire. Oui, tout à fait. Non, les NFMI, c'est surtout, je vais être bien honnête avec vous autres, c'est surtout l'antenne de communication de l'interface de communication. Puis ça va être aussi dans la communication interorale, on va se servir de ça. On peut se servir du 2.4 GHz, mais certains manufacturiers utilisent le NFMI. Mais pas dans le cas d'un collier magnétique. Ça prend vraiment une bobine T. Puis d'habitude, c'est uniquement utilisé pour les systèmes télé. Fait que ça prend vraiment. Puis souvent, l'audiologiste, là, ce qu'il va faire, c'est la recommandation d'aide de suppléance à l'audition. Il va souvent dire monsieur, madame possède un système avec collier magnétique, prévoir bobine T dans la prothèse auditive. Donc, souvent, on va avoir cette info-là parce que tant qu'à faire le travail, tout se met de le faire comme il faut. Donc, ça prend absolument une bobine T qui va être actionnable par le patient. Ça va? Good. Donc, voilà, donc ça, c'était les aides de suppléance à l'audition pour c'est ce qui nous restait à faire, ce qu'on n'avait pas fait encore. Donc, je vais arrêter ça, puis on va passer au suivant. Excusez. Où est-il? Donne-moi une seconde. Excusez. Je le cherche. Bon. Non. Je vous jure, des fois. Bon. Bon, c'était compliqué un matin. Non, aujourd'hui, on voit vraiment comme on attache tous les grelots ensemble depuis le début de la session. Présentation de la solution auditive. Le cours, on se rappelle, s'appelle Aide auditive 3, sélection. Lorsqu'on a le rendez-vous avec le client, il a passé tous ses examens, on a fait notre RSCD, la prise d'impression, on a fait notre historique de cas, on a fait notre COSI. On a tout fait ce qu'on avait à faire. Là, évidemment, à ce moment-là, on va faire la présentation de la solution auditive au patient. On va lui dire, M. Pelletier, compte tenu de tous les examens qu'on a fait aujourd'hui, compte tenu des recommandations que vous avez, compte tenu de la forme de votre surdité, compte tenu de la quantité de surdité que vous avez, le degré de surdité que vous avez, compte tenu de votre arthrite, compte tenu que il y a un paquet de facteurs qui vont être individuels, le modèle qui va faire pour vous, ça va être tel modèle de prothèse auditive. Donc, ça nous permet de faire la présentation de la solution auditive. Évidemment, il faut comprendre une chose, c'est que la présentation de la sélection auditive se fait dans le même rendez-vous où le patient est sorti avec l'audiologiste, il a sa recommandation médicale. On a fait avec lui l'historique de cas, le COSI, on a posé, on a pris les impressions. On ne donne pas un rendez-vous subséquent puis là, on va réfléchir dans notre bureau pendant une semaine pour savoir quelle prothèse on y fait. C'est qu'on lui présente là. On lui dit, on va faire tel modèle. Ça se fait dans le même rendez-vous. Ça se fait dans le même 45 minutes ou dans la même heure qu'on voit le patient. Là, ça ne se fait pas plus tard. Donc, c'est important parce que vous allez voir en pré-stage, pas la prochaine session, mais à la 5e session en pré-stage, tout ça est décortiqué. C'est-à-dire que vous voyez le patient, vous faites l'historique de cas, vous faites le COSI, vous faites tout, vous faites l'impression, puis ensuite de ça, vous lui redonnez un rendez-vous, vous voyez le patient au cégep, et là, vous lui présentez la solution auditive. Mais normalement, ces deux rendez-vous-là n'en sont qu'un seul. Ce n'est pas deux rendez-vous. Donc, évidemment, on a fait tout, depuis le début de la session, tout ce qu'on a fait avec le cours d'aujourd'hui, ça nous a pris 13 semaines à faire ça, mais ça vous prend normalement 45 minutes, 1 heure avec le client. Oui, ça a l'air un peu gros, là, mais c'est ça pareil.
Donc, présentation de la solution auditive. Évidemment, le port des prothèses auditives, ça améliore le pouvoir d'achat du patient. Pourquoi? Parce qu'il comprend mieux, il est capable de faire de meilleurs choix, il est capable de poser des questions. Évidemment, la communication dans ses relations interpersonnelles ou avec la famille, avec les gens qu'il va rencontrer, avec les amis. Donc, c'est quand même important. La proximité avec les relations familiales, on sait qu'une surdité qui se présente, qui s'installe, va amener vers l'isolement social. C'est-à-dire qu'il y a toujours une espèce de schéma que le patient va faire. C'est-à-dire qu'au début, ce qu'il fait, c'est que il commence à avoir de la confusion phonémique. Il commence à faire répéter, confusion phonémique, donc il ne répond pas à la bonne chose ou il ne comprend pas bien les questions qui lui sont posées ou la conversation dans laquelle il participe. Après ça, il se dit, wow, au lieu de faire répéter, de faire rire de moi, tout ça, ce qui fait, on a une isolation sociale, puis éventuellement, ce qui fait que personne fait participer grand-papa ou grand-maman parce qu'il ne comprend pas bien ou il n'entend pas bien. Donc, évidemment, la proximité dans les relations familiales, il comprend mieux. On va avoir tendance à aller voir plus grand-papa, grand-maman, c'est beaucoup plus facile. Surtout pour les enfants. Je parle de nos enfants parce que j'en ai, vous n'en avez pas tous, je comprends très bien. Mais, tu sais, nos enfants, on va aller voir mamie, papy, ils ne comprennent pas bien, c'est plate d'aller voir, pourquoi on va le voir? Tu sais, quand ils sont jeunes, quand ils sont plus vieux, ils comprennent, mais quand ils sont plutôt jeunes, ils ne trippent pas tant, puis c'est plus difficile. Facilité de communication, évidemment, si je comprends mieux, si j'entends mieux, je vais être capable de beaucoup mieux communiquer. Aussi, stabilité émotionnelle, faut bien comprendre que la personne, si elle entend bien, elle va mieux comprendre la parole quand c'est possible, quand on a un IMDS qui est performant. C'est sûr qu'elle va être capable de partager, surtout pour les grands-parents, souvent leurs petits-enfants est quelque chose qui est super important pour eux. S'ils ne sont pas capables de les comprendre, si c'est plus difficile, bien évidemment, il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles par rapport à ça. Évidemment, sentiment de contrôle face aux épreuves de la vie. Le médecin t'annonce un diagnostic, tu l'as bien compris, tu es capable d'interagir avec le médecin, tu es capable de beaucoup mieux contrôler. Évidemment, je parle de trucs qui est grave, mais évidemment, tu es obligé de déménager, tu comprends pourquoi, parce que ce n'est pas par rapport à ta surdité, mais ta condition de santé te le demande, tu t'es cassé une jambe, tu es obligé d'être en résidence et tout ça, donc tu es capable de beaucoup mieux contrôler tout ça. Évidemment, perception des capacités mentales. Évidemment, on sait, plusieurs études nous ont parlé que ça peut réduire l'apparition de maladies dégénératives telles que le Parkinson, telles que l'Alzheimer. Moi, je n'irai pas jusqu'à la SLA, je n'irai peut-être pas jusqu'à la maladie. Pour nos collègues français, la SLA, c'est la maladie de Charcot. C'est la maladie Lou Gehrig en Amérique du Nord. C'est la même. C'est la même maladie. Donc, au niveau des capacités mentales, évidemment, on fait travailler notre cerveau. Je me rappelle quand j'étais jeune audioprothésiste au millénaire passé, je faisais des visites à domicile et dans les résidences pour personnes âgées, ils faisaient un exercice. Il y avait des récréologues qui étaient engagés par les CHSLD, puis ils faisaient ce qu'ils appelaient de la gymnastique du cerveau. Ils faisaient jouer les personnes âgées à des mots croisés, ils faisaient jouer à fais-moi un dessin. Ben, pour les plus vieux d'entre vous, vous savez ce que c'est, fais-moi un dessin. Pour les plus jeunes, c'était un jeu à la télé. Là. Pour les plus vieux, oui, genre on est vieux, ceux qui connaissent fais-moi un dessin avec Yves Corbeil, qui fait les tirages à l'Auto-Québec. C'est-à-dire que les gens, au lieu de faire un mime, tu faisais un dessin sur un tableau. Ceux qui dessinent mal, évidemment, c'était très rigolo. Et les gens essayaient de deviner. Fait que c'est toutes ces espèces de Charivari aussi, c'était des mots que tu écrivais, il manquait des lettres, un peu Wheels of Fortune, des trucs comme ça. Donc, c'était de faire participer les aînés à ce type de jeu-là pour justement, déjà là, puis on calcule, ça fait quand même là, 25 ans passés, là, que les gens avaient compris que de parquer nos vieux devant la télé, c'était contre-productif. On ne fait pas ça avec nos enfants, mais on ne fait pas ça avec nos personnes âgées non plus. Fait qu'on les fait participer à ce type de jeu-là. Donc, ça préserve, évidemment, le cerveau est un muscle, plus tu le fais travailler, mieux c'est. Évidemment, santé physique, tout ça est mis ensemble. C'est-à-dire que si tes sens fonctionnent bien, ce que tu vas faire, tu vas avoir tendance à peut-être aller prendre une marche, sortir, d'avoir plus d'énergie. Donc, la santé physique va également en être améliorée. Évidemment, la participation sociale, si on parle de la communication dans les relations, la proximité dans les relations familiales, bien évidemment, la participation sociale, il fait quand même grandement, on a quand même une amélioration quand même importante. Ça réduit la discrimination envers la personne malentendante. Ça vous est sûrement déjà arrivé. Vous avez une personne âgée qui est dans la file avec vous à l'épicerie et
La caissière ne porte pas attention. Les plexiglas maintenant dans les épiceries, on est séparé avec la caissière ou le caissier. Je ne veux pas faire de discrimination. On est séparé par un plexiglas. La caissière porte un masque, le caissier, puis nous, on porte un masque. La personne qui porte des prothèses auditives, la caissière lui demande, avez-vous un numéro de membre? Allez-vous prendre? Écoutez, c'est horrible, là. Ça devient très, très complexe dans la situation dans laquelle on vit, mais enlevons tout ça. Avant, dans l'ancienne vie normale qu'on avait, il n'y avait pas de plexiglas, mais grand-maman ne comprend pas que la caissière lui demande comment elle va le payer. Est-ce qu'elle va payer sa carte de crédit, comptant, avec carte de débit? Puis elle dit pardon, puis là, la caissière ne se retourne pas, répète la même chose. Il y a quand même une sensibilisation à ce niveau-là à faire, à niveau de ces gens-là, mais ça fait de la discrimination, c'est comme ça. Ah, on sait bien, mais elle ne comprend pas. Non, c'est pas ça. C'est que tout le monde doit faire des efforts pour améliorer cette situation-là. Je parle de l'épicerie parce que c'est assez flagrant, mais la discrimination envers les personnes malentendantes, elle n'entend pas, elle ne comprend pas, elle est un peu conne, elle est un peu débile, elle est un peu. Des fois, on va entendre ça, là, c'est assez. Et surtout maintenant qu'avec les interfaces de communication, là, on comprend pas. Là, on comprend beaucoup plus pourquoi grand-papa ou grand-maman parle tout seul à l'épicerie. C'est parce qu'il ne parle pas tout seul, il parle au téléphone cellulaire. Parce que les prothèses sont connectées directement. Donc, des fois, ça arrive, je rencontre de mes patients à l'épicerie. Puis, au début, tu dis, ouais, il parle tout seul. Oui, il y en a qui parlent tout seul. Ça arrive, là, mais il faut comprendre que la majorité ont probablement des prothèses puis ils parlent au téléphone cellulaire parce que là, Germain demande à Germaine, ben là, le cocombe, c'est-tu le cocombe anglais ou le cocombe de jardin? C'est-tu celui avec des pépins ou pas de pépins? Parce que pour les gars, vous savez, quand on va faire l'épicerie, puis notre blonde ne nous a pas écrit spécifiquement ce qu'on doit acheter, puis tu n'arrives pas avec la bonne affaire, évidemment, c'est l'horreur à la maison. Moi, j'ai trouvé un truc, les gars, vous demandez une option B à votre blonde. S'il n'y a pas le beurre de telle marque, ben, j'ai dit une autre option. Parce que, évidemment, moi, j'ai déjà acheté quelque chose qui n'était pas dans les options, ce n'était pas dans une bonne affaire. Fait que c'est pas. Bon, évidemment, la stratégie compensatoire, ça réduit l'utilisation de la lecture sur les lèvres. C'est une bonne stratégie, mais le patient va finir par quand même bien s'adapter et pouvoir bien comprendre. Donc, la stratégie compensatoire, il va moins siffler. Il va siffler quand même, mais ça ne sera pas un appui total et complet à ce niveau-là. Évidemment, beaucoup moins de frustration puis de rage, on s'entend, là, mais beaucoup moins de frustration dans les relations parce que la personne est capable de participer beaucoup plus efficacement. Ça va réduire les signes ou les symptômes dépressifs ou la dépression. Si on s'isole, si on ne comprend pas bien, ça peut mener jusque-là. Sentiment de paranoïa, on le sait bien. Ils ne viennent plus me voir, ils n'ont pas. Il y a tout ce côté-là là, de paranoïa qui pourrait s'installer. C'est quand même important. De l'anxiété, pourquoi ils ne viennent pas me voir, pourquoi ils ne m'appellent pas, je ne comprends pas bien, mes médicaments, est-ce que je prends les bons, j'ai-tu bien compris ce que le médecin, ce que le pharmacien me dit, la prescription, je dois-tu en prendre 2, je dois-tu en prendre 3, je n'ai pas bien compris, donc ça demeure. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais maintenant qu'on va à la pharmacie, par exemple, et qu'on va faire remplir une prescription, une ordonnance par le pharmacien, mais le pharmacien, souvent, lorsqu'il y a des particularités, il va demander à nous voir. Il va dire, moi, ça m'aide là. Avec ce que j'ai, j'en ai pris plusieurs médicaments. Là. Ah, M. Pelletier, bon, vous savez, vous prenez ça, vous savez qu'il faut avoir telle chose, puis il s'assure qu'on a bien compris. Le pharmacien a compris que il doit expliquer, c'est pas juste sur la petite bouteille, parce que si vous vous rappelez, pour ceux qui en ont déjà pris, maintenant, on avait un code avec des lettres. Bon, il peut y avoir de la somnolence, il faut le prendre en mangeant et tout ça. Maintenant, tu n'as plus ce code de lettres-là sur les ordonnances. Tu as plutôt une feuille 8,5, 11, où le pharmacien explique beaucoup plus, par exemple, les effets secondaires sur les médicaments. Évidemment, ils se sont rendus compte en pharmacie que, l'Ordre des pharmaciens s'est rendu compte que ceux qui consomment beaucoup de médicaments, malheureusement, sont les personnes âgées et que leur rôle est super important. Donc, de renseigner, d'instruire les patients et de leur donner tous les renseignements et les rassurer. Donc, c'est quand même, puis on le voit souvent dans les pubs quand on écoute la télé, puis quand on voit les pubs, ce qu'ils appellent le pharmacien de famille, comme le médecin de famille, le pharmacien de famille, oui, il va s'occuper de toi, oui, son rôle de professionnel de la santé est beaucoup plus accru que ce qu'on pouvait avoir avant chez le pharmacien. Phobie sociale, bien évidemment, ça va la réduire. Le patient n'est pas anxieux de sortir parce qu'il ne va pas bien comprendre, il ne va pas bien entendre, il n'entendra pas les voitures arriver, il n'entendra pas son environnement, donc il va avoir ça aussi. Évidemment, l'autocritique, on sait bien, j'entends pas bien, je ne suis pas bon, ça peut aller jusque-là. Là. On a quand même plusieurs
ces effets-là qu'on va diminuer. Ça peut réduire également les chutes, les pertes d'équilibre et l'apparition de maladies dégénératives comme l'Alzheimer, le Parkinson, parce que de plus en plus, on voit d'études qui, effectivement, un appareillage bilatéral va nous amener un meilleur équilibre qu'un appareillage unilatéral. Donc, perte d'équilibre entraîne des chutes. Évidemment, l'apparition de maladies dégénératives. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas quelqu'un qui va finir par souffrir d'Alzheimer. Ça va peut-être retarder l'apparition parce que le cerveau, on va le faire travailler avec notre fameuse gymnastique du cerveau, mais avec les prothèses auditives aussi. L'apparition de Parkinson, la même chose. Comme je disais, quand on regarde au niveau des maladies dégénératives, bon, certaines maladies, là, comme je disais, la SLA, qui est maladie de Charcot, maladie de Lou Gehrig, qui est la même, bon, je n'irai pas jusque-là parce que toutes les études qui sont faites, qui sortent présentement, ils travaillent beaucoup par rapport à l'apparition d'Alzheimer, l'apparition du Parkinson. C'est déjà quand même bien et on s'entend que dans les recherches, la surdité est un facteur de comorbidité qui est quand même très, très important. Dans une dernière recherche qu'on a lue, c'était un des premiers facteurs avec le tabagisme et l'obésité qui était un facteur de comorbidité au niveau de la santé générale du patient. Oui, Jonathan? Y a-t-il des études qui démontrent des pertes auditives par rapport à la SLA? Non. Parce que quand je lisais sur les maladies dégénératives, lire est un bien grand mot, là, je lisais quand même plusieurs choses. Puis, la SLA est une maladie dégénérative, mais c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que, et là, je n'inclus pas la SLA là-dedans, loin de là, mais toutes les études qui sont sorties au niveau des facteurs de comorbidité et du ralentissement de l'apparition de maladies dégénératives, on parlait vraiment d'Alzheimer, de Parkinson. Parce que la SLA est une maladie dégénérative, mais il n'y en a jamais été mention. Puis, il existe d'autres maladies dégénératives, évidemment, là, mais on parlait surtout de celle-là. La SLA est quand même une importante, là. Mais ça n'en faisait pas partie. Est-ce que la perte auditive, ta question, est-ce que la perte auditive peut être une conséquence de cette maladie-là? Écoute, je n'ai pas lu quelque chose qui disait ça dans ce sens-là. Je ne te dis pas que non. Regarde, tu vois, la COVID-19, il y a certaines personnes qui vont avoir une perte d'audition subite, l'apparition d'acouphènes, par exemple. On va voir, ça fait quoi? Ça fait 8 mois qu'ils travaillent là-dessus, qui font des recherches de façon très, très spécifique. Et que là, tu vois, c'est arrivé. On avait aussi des syndromes de Kawasaki qui étaient arrivés, qui avaient été vus chez certains enfants, qui est un syndrome physique. On sait qu'on a la perte d'odorat, qui est quand même importante, la perte de goût, puis il y en a qui restent avec plusieurs mois après. Diminution de la capacité pulmonaire, respiratoire, mais c'est pas... Tu sais, ça fait juste 8 mois, puis ils vont sortir un vaccin en début d'année prochaine. D'habitude, les vaccins, c'est 3 à 5 ans. Les laboratoires, je vous dirais qu'ils ont travaillé assez fort. Je parle de la COVID-19, là. Mais, tu sais, voyez-vous, là, on parle de prothèses auditives pour prévenir l'apparition de certaines choses. Alors que des maladies qui vont générer une perte auditive, le fait de porter une prothèse ne ralentira pas l'apparition de la perte, par exemple. Elle va être là. Donc, pour bien réussir, évidemment, chacun a son approche. Quand je parle de chacun a son approche, c'est de l'audioprothésiste. Vous, chacun d'entre vous, allez trouver une approche. Donc, il faut connaître ses forces et ses limites. Je ne parle pas de faiblesse, je parle de ses limites. Le patient n'est pas défini que par sa perte auditive, puis on est tous différents. Les patients sont tous différents, puis on doit respecter ça. On a des patients qui sont très analytiques. Vous allez voir là, quand vous allez devenir audioprothésiste, vous allez suivre des formations données par vos employeurs. Vous allez suivre des formations données par l'Ordre des audioprothésistes. Puis là, à un moment donné, ils vont vous parler de comment reconnaître notre clientèle. Puis là, il y en a qui sont... ça fonctionne par couleur. Il y en a qui sont des patients bleus, des patients rouges, des patients jaunes, des patients verts. Bon, il faut être capable de reconnaître nos patients, de quelle façon ils sont pour pouvoir les approcher selon leurs différences. Selon leurs différentes personnalités. On a des patients qui sont très get to the point, c'est-à-dire, non, OK, j'ai ça, j'ai besoin de quoi, je m'en vais où, je fais ça. Alors qu'on a des patients qu'il faut beaucoup plus envelopper dans la ouate, par exemple. Là, il faut les prendre par la main et tout ça, mais il faut être capable de reconnaître ces patients-là. On a des patients qui posent énormément de questions, des patients qui n'en posent pas du tout, des patients qui sont immensément renseignés, des patients qui ne le sont pas du tout. Donc, il faut apprendre à reconnaître ces signes-là, donc bien déterminer comment sont nos patients pour faciliter notre intervention. Puis, évidemment, c'est pour ça que je dis qu'on doit constamment s'ajuster.
puis d'ajuster notre intervention pour créer le lien de confiance. Ce lien de confiance-là, je vous dirais que vous n'avez qu'une seule occasion de le gagner chez un patient. Et il y a 1 million de façons de le perdre avec un patient. Et je vous dirais que oui, vous apprenez comment vous servir de, puis on va le voir au prochain cours avec ajustement, prochain cours, prochaine session. Vous allez devenir très bon dans la manipulation des instruments de mesure. Ça, vous allez être excellent là-dessus, de pouvoir ajuster les prothèses auditives, mais il faut voir au-delà de la machine, au-delà de l'ordi, au-delà du Verifit. Et le prochain cours qu'on va faire, on va vraiment être là-dessus à la prochaine session et ça va faire foi de tout. Évidemment, là, je vous dis ça, vous allez dire « Ah oui, t'es drôle, toi. C'est pas, tu nous enseignes théoriquement ce qu'on doit faire, bing, bang, pif, paf. » Puis là, tu me dis qu'on travaille avec des humains puis que chaque humain est différent. Eh bien oui, c'est la vie de devenir un professionnel de la santé et de travailler avec des humains. Sinon, on travaillerait qu'avec des machines. Bon, malgré, on appellera peut-être des robots dans un futur pas si loin que ça, avec l'intelligence artificielle et tout ça. Bon, je fais des blagues. Donc, en 2009, Erdman avait parlé que l'empathie est un élément clé de la réussite de votre intervention. Elle facilite l'engagement du patient et améliore la réceptivité à la solution auditive. L'empathie, c'est si vous bâillez quand quelqu'un bâille avec vous, vous êtes empathique. Si vous ne bâillez pas, vous êtes un psychopathe. Non, c'est pas, je dis n'importe quoi. Mais souvent, on va voir, c'est un signe, il y a des neurologues à un moment donné, puis des neuropsychiatres qui avaient déterminé qu'une forme d'empathie, c'est que tu es un groupe, quelqu'un baille, puis tu réponds par un bâillement, tu as de l'empathie envers cette personne-là. Je ne sais pas pourquoi. Ça a un effet d'entraînement, mais c'était de l'empathie. C'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas tous les gens qui ont une empathie. Ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une qualité. Il y a des gens qui n'en ont pas d'empathie. C'est correct comme ça. C'est pas correct, il faut être empathique dans la vie, là, mais c'est pas. Puis dans notre domaine, mais il y a des gens qui l'ont à différents degrés, des gens qui l'ont peu. Mais ça demeure une clé importante. Puis certaines recherches prouvent que le patient préfère un professionnel à l'écoute et investi plutôt qu'un professionnel axé sur les connaissances. Oui, madame, je comprends bien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Tu sais, d'avoir une relation, de créer une atmosphère qui est très personnelle. Le patient qui se fait traiter comme un numéro, il va aller vous voir une fois. Il y a des patients que ça ne les dérange pas, mais il y a des patients que ça les dérange beaucoup et la majorité des patients, ça les dérange beaucoup plus. Et de se faire traiter comme un numéro, dites-vous qu'un patient satisfait n'en parle qu'à 8 personnes, puis un patient insatisfait en parle probablement jusqu'à 14 personnes. C'est dur de gagner de la clientèle, donc puis c'est très facile d'en perdre. Donc, comme je vous disais, il faut voir au-delà de la machine. Le patient, j'ai ajusté les prothèses aux cibles, puis le patient me dit que c'est trop fort. Tu lui fais comme réponse, ben non, je l'ai ajusté selon la prescription, puis ça devrait marcher, madame. La madame va vous dire, mange de la colle, je sais que c'est trop fort dans mes oreilles. Il faut voir au-delà du patient. Mais ça, on va en traiter beaucoup à la prochaine session. Mais ça a quand même il faut être à l'écoute du patient. L'audioprothèse, c'est un art puis c'est une science en même temps. La science, c'est ce qu'on vous montre à l'école et l'art, c'est ce que vous allez développer. Vous allez voir dans le cours Relation d'aide, ça a ce côté-là human très, très important. C'est pas des voitures qu'on répare. J'ai rien contre les mécanos. Mais on travaille avec un humain. Donc, évidemment, dans votre approche, il est important de tenir compte de sa personnalité, du patient, de son désir d'information, de ses connaissances déjà acquises et de l'étape du processus de deuil dans laquelle il est. Vous vous rappelez, au début, j'avais montré l'espèce de courbe là, du deuil qu'il faut faire. Bien, si la personne est dans le déni ou c'est dans le marchandage, alors qu'elle devrait être à l'accomplissement, ton intervention ne sera pas faite de la même façon. Ça, c'est quand même important. Donc, la présence d'un proche peut toujours s'avérer très utile. Souvent, lorsqu'on va faire une prise de rendez-vous avec le patient ou la patiente, on va lui demander si ça va être accompagné. Bon, évidemment, certains patients vont dire, ben là, je ne suis pas folle, je suis capable de... Oui, ça on le sait, Mme Tremblay, là, vous n'êtes pas... C'est pas... Mais souvent, c'est que, surtout dans le rendez-vous de sélection, c'est que ça a plusieurs avantages. La présence d'un proche va avoir un effet rassurant pour le patient. Va également avoir un effet que si on donne quand même beaucoup d'informations, fait que cette personne-là va devenir comme une source de référence pour le patient. Le patient va souvent se référer à cette personne-là pour être sûr qu'elle a bien compris toutes les informations qu'on lui a données. Va également, ce proche-là, souvent, et on va le voir, il y a une étude qui avait été faite en Angleterre écoutez, c'était assez exceptionnel, auprès de 100 000 personnes. Il avait collecté, en Angleterre, les bureaux d'audioprothésistes sont situés dans des pharmacies. Et c'était une étude qui avait été faite dans les pharmacies Brooks en Angleterre.
sur 100 000 patients. Et il s'était rendu compte que plus de 80 % des patients qui étaient accompagnés effectuaient le processus décisionnel d'appareillage à la rencontre de sélection et non dans une rencontre subséquente. Mais là, évidemment, il avait mesuré énormément de choses. Ça, c'est une donnée. Là, cette recherche-là nous avait été présentée il y a plusieurs années. Cette recherche-là avait été faite en termes d'heures de rendez-vous. Il se rendait compte que les gens qui venaient après dîner, c'était plus lent à se décider parce qu'ils venaient de manger, c'était plus lourd. Puis les gens qui venaient en fin de journée avaient faim, avaient de la misère à se décider. Fait qu'eux autres avaient suggéré, vous sortez toujours soit des chocolats, sortez toujours soit des bars, sortez quelque chose, sortez des arachides, des noix, évidemment pour ceux qui n'ont pas d'allergie, pour donner un pep aux patients qui puissent décider. C'était toujours dans un but de vendre une prothèse, hein, mais il avait analysé vraiment tous les comportements des patients, c'était super intéressant. Je n'ai pas la référence, malheureusement, c'est une recherche qui date de plusieurs années, mais moi, c'était la quantité de patients qui m'avait impressionné. 100 000, c'est comme, tu sais, des fois, quand vous lisez des recherches, puis les cas, c'est 101 personnes, 1003 personnes. Là, 100 000, ça avait été important. Mais ce qui ressortait beaucoup, c'est que le fait que cette personne-là soit accompagnée de son conjoint, de sa fille, de sa petite-fille, d'une amie, ça demeure quelque chose qui est important. Évidemment, il y a un effet négatif à cette situation-là. C'est lorsque la personne est en déni, par exemple, ou est en marchandage. Là, souvent, l'audioprothésiste est pris comme pour jouer, d'être l'arbitre entre le conjoint et la conjointe qui s'astinent dans ton bureau. Non, tu n'entends pas la télé. Oui, je l'entends. C'est pas assez fort. Ou non, c'est trop fort. C'est pas là. Okay. Moi, ça m'est déjà arrivé. L'accompagnateur, j'avais demandé d'aller lire une revue dans la salle d'attente parce que là, on n'aboutissait pas. C'était contre-productif, là, mais c'est pas, dans la majorité des cas, c'est très aidant. Fait que souvent, lors de la prise de rendez-vous, on va demander que des fois, si un proche va accompagner. Bon, dans certains cas, non, parce que la personne est capable de le faire tout seul. Mais donc, de vraiment, tu sais, la personnalité de la personne, quel type de patient c'est, est-ce qu'on a besoin de lui donner énormément d'informations ou est-ce qu'on doit, ou si la personne n'a pas besoin d'autant d'informations parce qu'elle en a déjà. Elle a beaucoup de connaissances à ce niveau-là. Donc, c'est pas. Puis comme audioprothésiste, on est comme ça aussi. Je vais vous donner un exemple. Moi, personnellement, je suis un patient get to the point. Je vais vous donner un exemple. Quand mon médecin m'a annoncé que j'avais une tumeur, que je devais avoir des traitements, il me l'a fait au téléphone. Le patient il me disait, moi, il faudrait prendre rendez-vous. Je dis non. Je dis, si c'était une bonne nouvelle, tu me le diras au téléphone. Si tu veux, je te vois. Si c'est une mauvaise nouvelle, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, bon, M. Pelletier, vous avez été à l'affaire. Fine, qu'est-ce qu'on fait? Prochain rendez-vous, c'est quoi? Tu allé dans son bureau, perdre un après-midi, blablabla. Il m'aurait répété la même affaire au téléphone pendant 15 minutes. Mais moi, je fais comme ça. Donc, quand je consulte un opticien, quand je consulte un optométriste, quand je consulte, je n'ai pas besoin d'avoir méga info. Donne-moi straight to the point. Qu'est-ce que j'ai besoin? Donc, moi, je suis comme ça. Donc, moi, il faut que je fasse attention parce que tous les patients que je vois ne sont pas comme moi. Donc, moi, des patients get to the point, je m'entends super bien avec eux autres. Ça va, OK. Un patient qu'on a besoin de mettre dans la boîte, ma blonde, elle est comme ça. T'sais, ma blonde, elle va les emmitoufler, c'est une maman, fait que c'est comme c'est. Mais moi, il faut que je fasse attention, il faut que j'emmitoufle mes patients, il faut que je sache les reconnaître pour pouvoir le faire parce que c'est pas dans ma nature. Donc, c'est vraiment, il faut savoir se connaître nous, mais ça, vous allez le savoir au fur et à mesure. Puis souvent, on est capable de remplir, je ne dis pas des tests de personnalité dans la revue 7 jours, là. C'est cute, là, mais il existe vraiment des tests en psychologie et en neuropsychologie qu'on est capable de remplir. Souvent, lorsqu'on a des conférences, on est capable de remplir ce type de questionnaire-là pour savoir quel type de personnalité on est, donc quel type de professionnel on va être aussi. Ce qui va nous permettre de tabler sur nos forces et je vais dire faiblesse, mais ce n'est pas ça, là, sur nos limites, et d'être capable d'apporter des correctifs à ce niveau-là. Mais, tu sais, comme il disait, tu es capable de sortir quelqu'un de la campagne, mais pas la campagne de quelqu'un. C'est comme si ta personnalité ressort tout le temps. Là, Donc, c'est important de se connaître pour pouvoir bien accompagner nos patients. Évidemment que quelqu'un puisse accompagner notre patient peut être toujours très, très aidant. Parce qu'on va voir souvent cette personne-là, comme je disais tantôt, va avoir, dans le processus décisionnel, va avoir une influence qui est extrêmement importante. Donc, ça va être intéressant de l'avoir. Comme je vous parlais du processus de deuil, notre fameuse courbe. Là. Donc, on a le modèle 4 habitudes, le 4 Habits Model, qui est encore très, très, je vous dirais, qui est très, très actuel maintenant. Frankenstein en 1999. Donc, 4 intentions supportées par 4 habitudes. Donc, nos 4 intentions, établir un lien de confiance rapidement, faciliter l'échange efficace d'informations,
démontrer de l'attention et de l'intérêt, puis augmenter la probabilité de l'adoption de la solution auditive. C'est l'habitude 1 dans ce 4 Habits Model, c'est s'investir dès le départ. Donc, et ça, il faut toujours penser que tout ça, tout ce qu'on a vu depuis le début de la session, s'inscrit dans le processus de sélection et dans la première heure qu'on passe avec le patient. Et puis ça, que ce soit pour le renouvellement d'une prothèse auditive, que ce soit pour un nouveau patient, que ce soit même un patient qui vient que pour de l'information. Lui, dans son processus d'achat, il n'est pas rendu à faire cet achat-là. Bon, vous allez voir dans certains de vos endroits de travail, il y a des cours qui se donnent sur la vente, qui sont donnés par Simon Saint-Hilaire, puis c'était son père qui le donnait. J'en ai déjà suivi un. Ça peut être intéressant de les avoir, d'appliquer ça de façon textuelle. À mon humble avis, c'est mauvais pour un professionnel de la santé, d'autant plus qu'on travaille avec des personnes âgées. Mais c'est pas, ça peut être des choses qui sont intéressantes. Donc, s'investir dès le départ, créer un contact rapidement. Ben là, on ne serre plus la main au patient, là, mais dans un temps normal, on serre la main au patient. On s'adresse au patient en utilisant monsieur et madame. Ça peut faire curieux. Même moi, à l'âge que j'ai des patients qui sont plus jeunes que moi, puis je les appelle monsieur, madame. Puis là, à un moment donné, ils me disent, bon, là, ça va faire, monsieur, madame, là, tu peux me tutoyer, mais je ne le ferai pas d'emblée. Je le sais que pour la plus jeune génération, de tutoyer, c'est une façon, c'est rendu beaucoup plus simple, mais dans notre cas, c'est toujours vous voyez. À moins que la personne nous. Moi, j'ai des patients qui me tutoient, ça va, je n'ai pas de problème avec ça. Mais je vais toujours vous voyer mes patients. Évidemment, ça fait curieux que des patients plus jeunes, mais je les vous vois quand même. S'assurer de prononcer correctement le nom du patient. Y a-t-il quelque chose qui est le plus frustrant que de ne pas se faire appeler Estelle Lemonde? Tu vas dire, ben non, c'est pas Lemonde, c'est Lamonde. C'est frustrant donc. Puis, on a des patients qui sont de tous origines, de tous horizons. Donc, de s'assurer, si on n'est pas certain de la prononciation, on s'essaie une première fois, puis on dit, est-ce que je l'ai prononcé correctement? Et on s'assure, puis si le patient dit, ah ben oui, vous êtes bon, vous l'avez bien prononcé. Puis ça, c'est l'habitude de regarder ton horaire du lendemain la veille. De dire, ah, j'ai M. Zarathustra qui vient me voir demain matin. Moi, j'ai une patiente qui est d'origine hollandaise. Ça fait 15 ans que je la sers, je suis incapable de prononcer son nom de famille. Je l'appelle par son nom de femme mariée. Puis je m'excuse à chaque fois. Je ne sais pas, il y a comme, c'est Van, on a un patineur ici qui s'appelle Van Coverden, puis c'est toujours ce nom-là que j'ai en tête, ça ressemble à ça, mais ça ne se prononce pas comme ça, son nom. Fait que je ris, mais c'est pathétique, là, parce que je devrais être capable de prononcer son nom correctement. Adapter son rythme, son ton et son niveau de langage aux patients. Il y a des patients qu'on sait qui détiennent 8 doctorats, machin, tu peux parler plus scientifique. Ma petite madame qui a travaillé toujours à la maison, c'est pas, il y a des gens qui vont dire, il faut faire attention, il ne faut pas prendre les gens non plus pour plus niaiseux qu'ils sont. Donc, puis les prendre de haut, c'est la pire chose qu'il peut faire, mais tu vas adopter ton ton, ton débit, ton niveau de langage aussi. Il y a des patients, si on est trop technique, ça ne les intéresse pas. Et s'il y a des patients qu'on n'est pas assez technique, ils vont poser beaucoup plus de questions. Si vous êtes en retard, vous excusez. Et ça, c'est super important. Le médecin ne s'excuse jamais quand il est en retard. Moi, j'ai fait remarquer à chaque fois. J'avais rendez-vous à 12h30 et 1h30. Ça fait 1 heure. Le patient va dire, ah, j'avais beaucoup de consultations au téléphone. Tu aurais dû commencer comme ça au lieu que je te fasse remarquer. Oui, je suis un peu tête à claque quand je vais voir quand ça m'arrive. Mais quand tu es en retard, même de 10 minutes avec un patient, de lui dire, je m'excuse, c'est un petit peu plus long. Pourquoi on va s'excuser? C'est qu'il va comprendre que tu as pris plus de temps avec le patient et que si lui a besoin de plus de temps, c'est pas grave que tu prennes du retard que tu vas prendre du retard parce que tu vas prendre tout le temps que tu as besoin avec ce patient-là. Ça a l'air anodin, mais dans la tête du patient, il va dire, tu t'excuses de la raison du retard. Je m'excuse avec l'autre patient, la personne avait beaucoup de questions, donc j'ai pris le temps de répondre à ses questions. Je m'excuse, d'habitude, je ne suis pas en retard. Là, le patient va vous dire, c'est pas dans sa tête, ça va faire que, OK, il va prendre le temps, si j'ai plus de questions, il ne me rushera pas, il ne me pressera pas. Donc, c'est important. Même si c'est 5-10 minutes, c'est important. Ne pensez pas que le patient va tolérer nécessairement, comme chez le médecin, 1 heure de retard. Il n'est pas obligé d'être dans votre bureau. Il y a plein d'autres bureaux d'audioprothésistes autour. Il peut aller ailleurs. Il a fait un choix
conscient de venir chez nous, accueillons-le correctement. Je vous le dis, c'est important. Ne pensez pas que la clientèle est acquise. Puis commencez la rencontre par une question générale pour me mettre à l'aise. Ça a l'air niaiseux, là, mais la météo, ça marche. Ça fait 29 ans que je fais ça, ça marche tout le temps. Il neige, il pleut, il ne fait pas très beau aujourd'hui. À l'automne, au mois de novembre, c'est plat. Ça détend l'atmosphère, les gens t'en parlent. Là, on parle de quoi? On parle de la météo, puis on parle de la COVID. Avec les masques, ils disent, on est tout tanné. Oui, mais là, ça s'en vient, ils développent un vaccin. Ça a l'air complètement débile, mais ça marche à chaque fois. Ça fonctionne, puis le patient, ça fait, tu sais, tu t'en vas pas directement, bon, bonjour, ça soit, OK, vous avez besoin de prothèse et tout ça, tu vas rusher le patient va dire, ben bête, un matin, lui, il est en retard en plus, c'est pas, tu sais, c'est juste faut être conscient de ça, c'est important. Les patients sont pas nécessairement contents de venir vous voir, ils ont des prothèses auditives, c'est pas comme des lunettes, c'est pas un choix, c'est un choix souvent qu'ils font qui est pas, qui est conscient, mais qui n'est pas enthousiasmant, disons ça comme ça. Donc, susciter l'intérêt du patient, on utilise des questions ouvertes afin de cerner les attentes, les difficultés, les besoins du patient. Évidemment, les questions ouvertes, c'est pas, puis on va le faire à l'historique de cas. Au lieu de poser la question, avez-vous des difficultés à la télévision? Et les patients vont dire oui. Mais c'est pas, puis à la télévision, au téléphone, en groupe, comment ça se passe? Puis là, il y a des patients, tu pèses sur le piton on, puis ils te font l'historique de cas à la première question. Avez-vous déjà été opéré aux oreilles? Puis là, ils défilent tous leurs trucs. Toutes les opérations qu'ils ont eues, les médicaments qu'ils prennent, les difficultés qu'ils ont, fait que toi, tu fais juste cocher. Mais il y a des patients, il faut que tu leur tires les verres du nez. Il faut que tu extrais l'information de façon pratiquement chirurgicale. Ils répondent oui, non, oui, non. Fait que là, il faut que tu creuses un peu plus. Mais c'est important, question ouverte. Il y a des patients, même question ouverte, ils vont répondre oui. C'est comme le gars, voulez-vous un Pepsi ou un Coke, puis il va répondre oui. OK, on recommence. Je n'ai pas compris le concept. Là. Mais c'est pas, il faut, puis évidemment, on ne fait pas les yeux en l'air, on ne fait pas ça. Là, tu reposes la question différemment, tu reviens sur la question. Des patients qui c'est un peu plus tough. Puis aussi, énumérer les étapes de la rencontre. C'est super important de rassurer le patient, de toujours le rassurer dans toutes les interventions qu'on fait. C'est-à-dire, bon, aujourd'hui, tu es là quand on sait, quand on a déterminé, OK, bon, aujourd'hui, bonjour, M. Pelletier, prenez place. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Bien, je viens de faire mon examen, puis là, j'ai besoin de prothèse utile. Parfait. Donc, on va se voir aujourd'hui pour le renouvellement de votre prothèse ou pour l'acquisition de prothèse. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, j'ai un questionnaire à faire avec vous. Ensuite de ça, je vais prendre les impressions de vos oreilles. Donc, je vais regarder dans vos oreilles. Quand on va être rendu là, je vais vous expliquer tout ce qu'on va faire. Par la suite, quand les impressions vont avoir séché, je vais les enlever de vos oreilles. Je vais avoir un examen à faire avec vous. Je vais vous expliquer, on met une sonde et une mousse dans l'oreille pour pouvoir prendre une mesure de votre oreille. Et ensuite de ça, je vais vous montrer, suite à tout ça, quel modèle de prothèse auditive on va faire fabriquer pour vous. Évidemment, tu lui donnes en gros le plan de la rencontre. On répète les inquiétudes et commentaires du patient afin de s'assurer de sa compréhension. Puis, évidemment, on cible certains aspects prioritaires. Puis là, on dit, OK, bon, là, on est au questionnaire, tu fais ton historique de cas, tu fais ton COSI. Tu dis, parfait, questionnaire, avez-vous d'autres questions? On va souvent revenir vers le patient. Avez-vous d'autres choses à me dire qu'on n'aurait pas vu dans le questionnaire? Avez-vous des questions? Bon, maintenant, on est à la prise d'impression ou RECD, par exemple. Donc là, on va faire une mesure. Là, tu répètes. Je vais regarder dans vos oreilles. On va faire ça. De toujours répéter. Je m'approche de vous. Je vais mettre la main sur votre épaule. C'est important. Il y a des patients qui n'aiment pas être touchés. Mais sauf que tu n'as pas le choix. Il faut que tu tires le pavillon. Je m'approche de vous. Et une chose super importante, quand on a pris l'impression, surtout si on prend l'impression des deux oreilles, la personne devient quand même sourde de façon importante. Quand on s'approche d'elle, surtout si on arrive par l'arrière, ne pas lui toucher les oreilles tout de suite, mettre la main sur l'épaule pour lui dire qu'on est proche d'elle. Au lieu qu'elle fasse un saut, là, tu touches à ses oreilles, des choses comme ça, surtout des patients qui n'aiment pas être touchés. Donc, mais de répéter à chaque fois. Ce n'est pas parce qu'on a dit au début ce qu'on était pour faire, de ne pas le répéter au fur et à mesure dans les étapes. La même chose quand on fait un test d'audiométrie, la même chose quand on fait une mesure REAR. Bon, là, j'ai placé la sonde, j'ai placé votre prothèse auditive. Là, on va faire tel examen. Donc, vous allez entendre un son fort, un balayage. Si c'est trop fort, vous me le dites. Ensuite de ça, là, vous allez entendre une voix normale. Là, vous allez entendre une voix forte. Là, vous allez entendre une voix faible. Toujours répéter, même si on l'a déjà expliqué, toujours répéter ce qu'on fait. Ça rassure le patient.
Puis souvent, ils vont se questionner, est-ce que ça va être long? Donc, essayez de leur donner une approximation du temps que ça va prendre. L'habitude 2, toujours obtenir le point de vue du patient. Demander l'opinion du patient sur sa perte, ses inquiétudes, comment il voit ça, est-ce qu'il s'est renseigné, est-ce qu'il a lu sur les prothèses auditives, parce que souvent quand on arrive au choix du modèle de prothèse, là tu peux avoir n'importe quel choix, du CIC au contour standard, tu as une oreille qui s'y prête bien, tu as une perte qui s'y prête bien, donc qu'est-ce que souvent on va demander au patient, on va lui demander, et puis avez-vous lu sur les prothèses auditives? Est-ce que, ah oui, j'ai lu, j'ai fait telle chose. Des patients qui disent, pas en tout, je ne sais pas, je vais me fier à vous. Ça va dépendre. Oui, Amélie? J'ai une question par rapport au délai qu'on dit aux patients. En fait, je me demande tout le temps si on dit un délai puis qu'on sort de notre délai, est-ce que le patient il se rend compte que là, ça marche pas comme on veut ou qu'il y a un problème ou, selon moi, je pense que ça ne rend pas tant compte, mais... En fin de compte, la question est pertinente, c'est que tu ne diras pas que ça va prendre 47 minutes 22 secondes. Ça va prendre à peu près 1 heure. Puis tu finis par te connaître aussi. C'est pas, tu sais comment tu travailles, tu te trouves une routine de travail de toute façon comme audioprothésiste. Tu éprouves ta propre routine dans les premières années de pratique. Puis après ça, tu dis, OK, comme ça, je suis capable de faire ça en tant de temps. Fait que tu finis par le savoir. C'est sûr que ça peut être un peu hasardeux, effectivement. Mais tu es capable, je te dirais qu'avec l'expérience, tu es capable de l'évaluer correctement. Mais évidemment, si tu donnes un délai trop serré puis tu dépasses, ça veut dire que tu ne connais pas bien ta façon de travailler. Puis si tu donnes 1h30 et ça te prend toujours 1 heure, ben là, tu sous-estimes tes capacités. Il faut être capable de les cibler correctement. Mais dans certains cas, ça peut être un peu plus long, effectivement, parce que tu as de la misère au RECD, par exemple. C'est pas l'impression est prise dans l'oreille, tu es en train d'arracher le tympan. Non, faites pas ça. Je fais des blagues. Là. C'est la pire affaire qui peut arriver, avoir l'impression prise dans l'oreille. Là. Mais ça peut arriver. Là, mais c'est quelque chose qu'on ne vise jamais, là, évidemment. Mais je vous dirais que dans le délai, tu finis par connaître tes façons de faire, puis tu finis par être capable de bien le faire. Caroline, avec un cas? En fait, si on sait justement qu'on prend tout le temps plus de temps, est-ce que tu crois que c'est un peu un problème? Tu sais, mettons, est-ce que tu penses que c'est... Comment je pourrais dire ça? Tu sais, comme moi, là, je sais que je prends tout le temps plus de temps que les gens, puis tout. Puis, est-ce que tu crois que c'est un problème pour notre clientèle d'être plus long au niveau de nos procédures? Encore là, ça va dépendre du client, Caroline. Il y a des patients qui, pour eux autres, tu pourrais passer la journée avec eux puis ça les convient très bien, alors qu'un patient comme moi, qui espère que tout se fasse en 15 minutes, alors que ça ne prend pas juste 15 minutes, là. Faut voir. Puis évidemment, les gens avec qui tu vas travailler dans le bureau d'audioprothésiste où tu vas travailler, ces gens-là vont t'accompagner aussi pour te donner des trucs. Tu sais, moi, comme patron, c'est pas un audioprothésiste qui prend 1h45 pour faire une livraison de prothèse auditive alors que ça prend toujours 1 heure, 1 heure et quart. Ben, je vais accompagner cet audioprothésiste-là. Je vais lui dire, OK, je vais dire, non, ça, tu le fais, mais pas dans cet ordre-là. C'est ça qui te prend plus de temps. On va donner des trucs. On va utiliser notre expérience pour pouvoir guider et pouvoir coacher nos audioprothésistes. Puis évidemment, comprenez très bien que je suis capable, avec l'expérience que j'ai, de faire un appareillage binaural, RER inclus, jumeler téléphone cellulaire, expliquer téléphone cellulaire, base télé et télécommande en 1 heure. Je suis capable de faire ça en 1 heure. Oui, ça m'a pris 58 minutes de faire ça, mais c'était un renouvellement de prothèse, ce n'était pas un nouveau patient. On était passé à travers tout, puis bilatéral, puis je n'ai pas un vérifié de 2, donc les courbes ne se font pas en même temps, je fais une oreille et l'autre après. Je m'étais trouvé pas pire 58 minutes. Ça avait été, puis on avait fait tout ce qu'on avait à faire, test de feedback et tout. Là, c'était, mais j'avais pas de programme supplémentaire. On avait quand même du milieu de gamme, nouvelle génération. C'était quand même super performant. Sur de la prothèse rechargeable aussi, comment fonctionne le chargeur et tout ça. Mais tu sais, je ne demanderais pas ça à quelqu'un. Théoriquement, j'aurais dû me garder 1h30. Pour être sûr, théoriquement, ça me prend plus 1h15 faire ça. Mais en 58, ça avait été un peu... J'étais sorti de là, je dis, mon Dieu, il me semble que j'ai oublié quelque chose, ça avait été un peu vite, mettons. Mais ça, on va vous guider à travers ça.
comme audioprothésiste, comme superviseur de stage, comme maître de stage. Vous allez le voir aussi en prestage, en appareillage à la 5e session. On va vous guider à travers cette façon de faire-là. Mais il y a des gens qui prennent un peu plus de temps. Puis évidemment, si l'accompagnateur est là, quand on demande l'opinion du patient, demandez l'avis de l'accompagnateur si on juge que c'est approprié. Puis souvent lorsqu'on va demander l'opinion du patient, quand c'est une personne âgée qui vient avec son fils ou avec son petit-fils, par exemple, ou une petite fille avec un de ses enfants ou de ses petits-enfants, souvent, ils vont se tourner. « Ben oui, grand-maman, tu te rappelles à la télé. » Fait que, on a le commentaire de l'accompagnateur sans l'avoir sollicité. Fait que c'est souvent très approprié. Donc, on parle d'obtenir le point de vue du patient, valider les demandes du patient. Le but du patient, c'est résultats attendus. Donc, le COSI devient super important parce que le patient s'investit à l'intérieur du processus d'appareillage. Donc, c'est dans les résultats qui s'attendent. Ça nous permet aussi de savoir ce que le patient veut et nous, de tempérer ces attentes-là. Donc, de créer des attentes réalistes par rapport à comment je peux vous dire ça? Par rapport à ce qu'ils pensent. Donc, c'est quand même important. Puis, ce que ça nous permet de faire aussi, c'est de mettre des attentes réalistes avec l'accompagnateur. Parce que vous allez vivre ça, parce qu'on le vit à toutes les semaines. Un patient qui vient et ils ont toujours tendance à penser que parce qu'ils achètent un haut de gamme, que ça va être meilleur. Et ce n'est pas le cas. Parce que ça va dépendre de l'IMDS, ça va dépendre d'un paquet de facteurs. Et là, je me rends compte qu'il est pratiquement 9 heures qu'on n'a pas pris de pause et que personne ne m'a fait de dire « Hey, stop! » C'est super intéressant et pertinent le matin. Mon Dieu, comme vous faites une grande fleur le matin, c'est pas ça. Donc, je finis juste là-dessus. Donc, de créer des attentes réalistes. Gardez toujours ça en tête, mettez ça en lettres de feu dans vos notes et gardez toujours ça en tête. Il faut toujours ramener les attentes du patient, qu'il y a des attentes réalistes. Parce que c'est facile pour nous de vendre des prothèses auditives haut de gamme, tout équipé à un patient, mais si ce n'est pas de la bonne solution auditive, qu'est-ce que le patient va faire? Il va vous appeler, il va être dans votre bureau, puis il va chialer tout le temps. Et là, vous allez vous retrouver avec un paquet de troubles. Et dans la vie, du trouble, on n'en veut pas tant. C'est facile de vendre des prothèses auditives, mais si le patient n'est pas content, il va faire une réputation de boîte. Et tout le monde a des réseaux sociaux. Je ne parle pas de Facebook et tout ça, mais tout le monde a un réseau social. Tu as dit, tu as des amis, tu as des trucs comme ça. Et c'est la pire affaire à faire, c'est de perdre des patients. Ils vont dire, t'es pas bon, il y en a un autre, je vais aller voir ailleurs. Et ça, c'est la pire affaire qui va arriver parce que lui va le dire à ses amis. Ce qui est le plus réconfortant, c'est qu'un patient qui dit, écoute, ma belle-sœur est venue, je viens, mon frère a besoin aussi, puis là, tu te ramasses avec 4-5 membres de la famille. Récemment, j'ai les 3 sœurs, la mère, la belle-mère, la belle-sœur puis le beau-frère. On a 6 de la même famille. C'est le même cocon familial. Parce que tu fais une bonne job, tu as ces patients-là. Tu fais une mauvaise job, tu ne les aurais jamais eus. C'est super important. Et comme je vous ai déjà raconté, je dis toujours à mes patients, ce n'est pas cette prothèse-là que je veux vous vendre, c'est les subséquentes. Les patients les ont pendant 25-30 ans. De ne pas le penser comme ça, je trouve que c'est une erreur de dire je vais vendre la prothèse puis les autres clients, je vais les avoir. Ce n'est pas facile de gagner de la clientèle et surtout dans la période dans laquelle on est. C'est loin d'être évident. Donc, pause, on va se prendre 10 minutes et on se revoit. Donc, ça, on repart ça. On continue. Ah oui, non. Parfait. Donc, comme je vous disais, obtenir le point de vue du patient, valider les demandes du patient, son but, ses résultats attendus pour nos attentes, et explorer l'impact de la perte auditive sur la vie du patient. Et c'est là que le COSI devient super important. COSI, questionnaire maison, parce que moi, j'utilise le COSI au bureau, mais ça peut être un questionnaire maison, puis c'est tout aussi valide. C'est le même but. Donc, les situations d'écoute, les différentes difficultés que le patient vit, puis évidemment, si l'accompagnateur peut donner son avis, puis souvent, il le donne. Et c'est là, je vous disais tantôt, il faut faire attention que l'accompagnateur ne devienne pas un accusateur dans le sens où de dire « Je te l'avais dit, tu n'entends pas bien la télé. Non, ça, c'est pas vrai ce que tu dis. Non, c'est pas. Ça, c'est la pire affaire qui peut arriver. Là. Fait que c'est pas, faut juste, là, tu es obligé de gérer ça. Mais tu sais, si on le juge approprié, de demander l'avis de l'accompagnateur. Donc, être empathique. Quand le patient baille, on baille avec lui. Quand il braille, on braille avec lui. On lui donne des Kleenex. Non, c'est pas. Je fais des blagues. Là. Mais soyez ouverts aux émotions du patient. T'sais, le patient, oui, il vient pour une surdité, mais il y a peut-être eu une mauvaise nouvelle, il y a peut-être eu d'autres choses qui
ne concerne pas sa surdité, puis là, la personne se confie à nous. On est géré par le secret professionnel, donc ils peuvent nous raconter un paquet d'affaires. « Ah, mon fils a appris une mauvaise nouvelle, il y a eu telle chose, il se sépare, sa maison passe au feu, il y a le cancer, il y a un de ses enfants qui est très malade. » Puis là, tu dis « OK, je comprends. » Là, des fois, ça vaut la peine, des fois, de déborder de 5-10 minutes, pour ça que tu es en retard parce que tu as pris le temps. Là, le patient est comme, il y a un trop-plein d'émotions, tout ça, tu approches la boîte de mouchoirs, puis c'est pas, tu comprends, puis c'est pas facile, c'est pas... Évidemment, pour des patients qui me disent qu'ils ont un diagnostic de cancer, je peux leur dire que je sais qu'est-ce que vous vivez. C'est pas ça donne que j'en ai eu 2. Mais c'est pas tout le monde. Il faut juste faire attention de dire je comprends, de dire OK, c'est pas. Il y a des patients qui peuvent être plus tranchants par rapport à ça, mais de dire moi, c'est pas facile, je comprends que vous avez beaucoup d'émotions, d'être empathique à ce niveau-là avec le patient, puis souvent, après ça, on va dire ah, ben, ça vous regarde pas. Non, mais je comprends, c'est pas, vous avez besoin d'en parler, puis c'est correct. C'est pas, tu rassures le patient, fait qu'il ne se sent pas coupable, de te faire perdre ton temps, parce que tu ne le perds pas de toute façon, parce que toi, ça donne des infos supplémentaires. OK, la personne va être émotive, ça vaut peut-être la peine d'avoir la prothèse le plus rapidement possible parce qu'il va avoir besoin de bien entendre. Il y a plusieurs facteurs qui vont s'insérer à travers ça. Donc, il faut simplement être à l'écoute de ces patients. Les émotions, c'est des patients qui vont être dans nos bureaux, ça arrive régulièrement. Donc, puis de remarquer les changements dans la voix et le langage non verbal. Tu as un patient qui dit « Oh, je veux des prothèses », puis il se croise les bras, puis il se recule dans le fauteuil comme ça. Tu dis « OK, il n'est pas super ouvert. OK, on va travailler un peu plus fort. » Alors que quelqu'un qui s'approche, qui a les mains ouvertes, qui s'approche sur le bureau, par exemple, tu dis, OK, c'est quelqu'un qui veut, quelqu'un qui est plus verbomoteur, quelqu'un qui parle beaucoup, quelqu'un qui gesticule beaucoup. Mais quelqu'un qui, moi, ça m'est déjà vu, un patient est rentré, c'est sa femme qui le traînait dans le bureau, le patient s'est assis, renfrogné, les bras croisés dans le fond du fauteuil, puis s'il avait été capable de rester dans la salle d'attente, il l'aurait fait. Mais c'était pour lui. Les prothèses auditives, il ne les a pas portées. Je vous le dis d'avance, là. Sauf que ce que j'avais fait avec lui, c'est que j'avais fait une expérimentation. Au bout d'un mois, il est revenu sans sa femme, il m'a redonné les prothèses auditives. 2 mois plus tard, il est venu me voir et me dit finalement, j'en ai vraiment besoin. Fait qu'il n'était pas prêt au moment qu'il était venu nous voir, mais puisque je n'avais pas forcé la vente, ben, il est revenu. Puis là, on a eu un appareillage qui était avec beaucoup plus de succès que si on avait forcé au départ. Donc, faire au moins un commentaire empathique, nommer une émotion probable. Le patient dit ah, c'est difficile quand j'entends pas mes petits-enfants, c'est pas. Oui, puis surtout, je ne veux pas être sexiste, les filles, là, pas du tout, là. Mais majoritairement du temps, les petites filles crient beaucoup plus que les petits gars. C'est vrai. C'est comme ça. J'ai eu 2 nièces et mes 2 gars disaient ah non, pas les cousines, ça crie tout le temps. Là, les nièces sont plus vieilles, là, ils ont 17 et 15, c'est plus pareil. Là. Mais tu sais, quand il y avait 3-4 ans, là, c'était comme. Mais c'est. Puis là, tu sais, de dire les grands-parents, j'ai dit ça, mais tu sais, quand on parle d'émotions probables, de dire oui, puis vous aimez ça quand ils viennent vous montrer un dessin, puis d'être capable de comprendre ce qu'ils vous disent, puis ils parlent vite, les jeunes, puis tout ça, puis oui, je comprends. Puis tu sais, c'est d'amener ça du côté positif, pas toujours d'être du côté négatif. Fait on devient beaucoup plus efficace. Et puis complimenter le patient sur les efforts déployés pour tenter d'améliorer la situation. Ce qu'on veut dire par là, c'est que d'encourager le patient de dire regardez, vous êtes avec moi, on va essayer d'améliorer la situation. Bon, je ne vous donne pas des oreilles neuves, mais on va diminuer les inconvénients que vous vivez. Vous voyez, là, quand on a fait le questionnaire, ce que vous voulez améliorer, c'est d'entendre vos petits-enfants moins faire répéter, diminuer le son de la télé. On va améliorer ces situations-là. On ne réglera pas tout, mais on va en améliorer une grande partie. Puis vous allez voir, je vais vous accompagner, c'est un processus, je vais être là pour vous. De toujours montrer qu'on l'accompagne. Parce que le but de vendre une prothèse auditive, bon, nos 4 actes exclusifs qui nous est dédié par la loi, l'article 7, c'est vendre, poser, ajuster et remplacer une prothèse auditive. Mais c'est tout acte qui a pour but de vendre, poser, ajuster et remplacer une prothèse auditive. Ce n'est pas juste la vente, ça représente peut-être l'acte de vente, l'acte monétaire, c'est peut-être 10% de notre travail. Notre travail d'accompagner le patient, de le faire pratiquer, de faire les ajustements de la prothèse, d'en faire la réparation, de faire le suivi, ça représente 90% de notre temps. De dire aux patients, on va vous accompagner là-dedans, on est là pour vous, comptez sur nous. On va pouvoir, si vous avez des questions, n'hésitez pas, voici mon adresse courriel, vous pouvez m'écrire, vous pouvez nous appeler, ce n'est pas un problème. Puis à ce moment-là, le patient va se sentir supporté parce qu'il n'y a pas pire chose que le patient, quand il part, il arrive chez eux, puis quand il vient pour récupérer sa prothèse, à la livraison de la prothèse auditive, il y a
plein de questions qui fait que ça remet en doute le choix de la sélection que tu as faite. Tu te dis, OK, là, j'ai mal fait mon travail. Là. Il y a des questions que j'aurais dû poser. Fait que, souvent, les patients n'auront pas de questions, mais ils vont avoir des questions qui vont venir parce qu'ils vont repenser à leurs affaires. Leur dire, vous avez des questions, écrivez-moi. Mettez ça par courriel, puis envoyez-moi, puis là, je vais, avec vous, je vais être capable de vous répondre rapidement. Ce n'est pas un problème. Surtout qu'on est capable de le faire par courriel, donc on est beaucoup plus efficace. Donc, utiliser le non-verbal, on ne parle pas trop vite, on fait des pauses, langage corporel très ouvert. On n'a pas les mains croisées le moins possible. Moi, je suis quelqu'un qui gesticule dans la vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, même à la caméra, je gesticule. Puis quand on va se voir en vrai, vous allez voir que, je marche dans la classe, je me déplace, puis je gesticule beaucoup. Je suis comme ça, hein, c'est ma personnalité. Puis, c'est de démontrer cette ouverture-là aux patients. Parce qu'il y a des patients qui sont très sensibles au langage non-verbal. Ils vont le savoir si tu n'es pas de bonne humeur, ils vont savoir si tu ne files pas, ils vont savoir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Fait que c'est soit. Puis si c'est un patient que tu connais qui est difficile et que tu rentres puis tu as l'air renfrogné, tu as l'air de. Ils vont le détecter. Ça ne fonctionnera pas. Et souvent, il y a des patients qui vont dire des patients difficiles comme moi, vous en avez pas souvent. Il faut toujours le ramener, vous n'êtes pas une patiente difficile, vous ne savez pas ce que c'est une patiente difficile. Parce que le patient qui est difficile, il ne te dit jamais ça. Parce qu'il sait que c'est une tête à claque, puis qu'il ne te posera pas, puis que c'est un sus-énergie, puis que ça tout. C'est pas. Mais les patients difficiles, on en a très peu. On en a, mais ces patients-là ne se voient pas comme des patients difficiles, alors que c'est des patients qui sont extrêmement exigeants. Tu vois des patients, puis après ça, tu dis OK, une chance, je n'ai pas une journée de 8 patients comme ça parce que je ne me rendrai pas à la fin de la journée. Alors que des patients vont dire je pose beaucoup de questions. Mais c'est correct, vous avez des interrogations. On est là pour répondre, c'est mon travail. Parce que la pire affaire qui peut arriver, une des pires affaires, parce que ça fait plusieurs fois que j'utilise cette phrase-là, c'est le patient qui sent qu'il nous dérange. Le patient qui rentre et il garde son manteau. Non, enlevez, là, évidemment, nos vestiaires dans nos salles d'attente sont fermées. Mais non, enlevez votre manteau. On est bien dans notre bureau, il fait chaud, dehors, il fait froid, enlevez votre manteau. Il y a des patients qui n'enlèvent pas leur manteau, fait qu'ils se sentent pressés. Prendre l'impression avec un manteau, oublie ça, tu as un capuchon, tu as tout sur le manteau. Non, enlevez votre manteau, il y a une chaise à côté, mettez-le là. On va prendre le temps qu'il faut, il n'y a pas d'inquiétude, parce qu'ils ont l'impression de nous déranger. Il faut comprendre, ils vont voir l'ORL les voit en 5 minutes. Même s'ils ont plein de questions, ça dure 5 minutes. C'est pas, des fois, il y a 2 patients en 5 minutes. Je ne suis pas en train de critiquer la pratique des ORL, mais dans notre cas, ce n'est pas comme ça. On prend le temps avec les patients. Puis il faut le faire parce que le patient qui se sent. Un patient qui est pressé, puis que tu le vois, puis il le sait, c'est correct. Mais un patient qui se sent pressé alors que ce n'est pas dans sa nature, ça ne va pas très bien. Bon, soyez conscient de vos propres émotions et réactions. Voilà, tu ne te mets pas à broyer avec les patients. Utilisez vos propres émotions afin de vous aider à cerner ceux du patient puis prendre une pause au besoin. Bon, il y a être empathique puis être sympathique jusqu'à une certaine façon. Là, c'est pas, tu peux comprendre, il y a des choses qui peuvent te toucher. Mais tu t'embarques pas là-dedans, ce n'est pas une séance de psychanalyse que le patient te fait. Il faut juste faire attention. Mais c'est important de bien comprendre le patient. Être empathique, c'est quand même quelque chose qui est important. Et à la fin, s'investir. Donc, on confirme le diagnostic, s'appuyer sur des éléments rapportés par le patient, valider que le patient comprend bien. On explique les différents tests, les résultats, les différentes possibilités. On s'appuie sur du concret, on s'appuie sur du scientifique. On dit, regardez, j'ai choisi cette prothèse auditive-là. Pourquoi? Parce que, je vais vous donner un exemple, j'ai choisi un RIC avec un dôme et pas avec une coquille parce que, regardez, vos basses fréquences jusqu'à 1000 Hz, elles sont normales. Je n'ai pas besoin de leur donner d'amplification. Il faut qu'elles circulent librement, sinon ça va résonner dans votre oreille. Là, tu lui remontes le diagramme. Regardez, ça, c'est normal. C'est ici qu'on donne de l'amplification en haute fréquence. On a souvent des graphiques dans nos bureaux. On utilise le matériel qu'on a. Puis là, on renforce le message qu'on donne aux patients, ce qui permet aux patients de beaucoup mieux comprendre et de beaucoup mieux saisir ce qu'on lui dit. Et ça, c'est super important. Il n'y a pas pire chose que le patient parte et ne comprend pas bien, puis il nous rappelle, puis il se repose la question, est-ce qu'il a fait le bon choix? Ça demeure quand même très important. On implique le patient, on fait notre recommandation professionnelle, on détermine des attentes réalistes, on écoute les préférences du patient. Rappelez-vous au début, là, première chose, là, je vous avais dit que ça serait simple, 2 oreilles, 2 prothèses haut de gamme, tout branché, rechargeable et tout, ça fonctionnerait bien, oui, mais chaque patient a des attentes, chaque patient a des moyens financiers qui sont différents.
Je sais que je vous ai parlé dans les différents éléments du budget. Il faut faire attention avec le budget. Ce n'est pas quelque chose qu'on aborde, c'est quelque chose que le patient aborde avec nous. Tu sais, ça pourrait arriver que la recommandation qu'on lui fait, compte tenu des besoins, que c'est une prothèse auditive milieu de gamme qu'on va lui recommander, ou même une prothèse, prenons l'exemple, une prothèse auditive haut de gamme. Et là, le patient, quand on lui donne le prix, là, le patient dit « Oh, non, c'est pas… » On dit « OK, ça serait l'idéal pour vous, je comprends très bien, mais on va y aller avec du milieu de gamme qui vaut tant. » Dans les prothèses auditives, je donne un exemple, on a des prothèses qui sont trial, c'est-à-dire que tu peux mettre n'importe quelle technologie à l'intérieur pour faire tester au patient. On a une patiente il y a à peu près 2 semaines, c'est une collègue qui l'a vu, la patiente a dit « Non, tu ne mets pas du haut de gamme dedans, là, je ne veux pas aimer ça et être obligé de m'acheter du haut de gamme. Je ne peux pas me payer du haut de gamme. » Ma collègue Manon, elle avait dit « OK, on va mettre du milieu de gamme. » La patiente dit « Non, 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 je ne veux pas ça. » Elle connaissait son budget. Mais il y a des patients pour qui le budget n'a pas d'importance, ou pour certains de dire « Je comprends, mais c'est pas ça, je n'ai pas les moyens, je suis obligé d'aller avec la prothèse de la RAMQ. » Je comprends, ce n'est pas un problème, on va faire tout le travail pareil. Il y a des limites, mais on va quand même diminuer beaucoup de vos inconvénients. Il faut l'amener de façon positive et pas d'une façon négative. Donc, dans l'écoute des préférences du patient, le patient préfère un CIC, mais ça ne fait pas pour son oreille. La RAMQ ne paye pas un CIC, par exemple. Puis on compléter puis conclure la visite. Si la personne a des questions supplémentaires, on lui pose, confirme que le patient, il n'y a pas de questions, ça va, j'ai répondu à toutes vos questions. Si jamais vous en avez qui apparaissent, n'hésitez pas. On rassure le patient, puis on l'informe de la suite. On se revoit dans 2 semaines ou 3 semaines, tout dépendant. On va se revoir dans 2 semaines, on va fixer le rendez-vous, on va vous appeler. J'ai une demande d'autorisation à faire. Donc, tu sais, quelle est la suite des choses? Vraiment, par exemple, pour les militaires, je ne parle pas des anciens combattants, mais les militaires, il faut demander une autorisation. Puis c'est assez long à Ottawa avant d'avoir l'autorisation. Des fois, ça peut prendre 3-4 jours, 4-5 jours. Fait que là, puis souvent, s'il est limite, tu ne commandes pas tout de suite les prothèses. Fait que, des fois, on va dire, regardez, j'ai besoin d'une autorisation. Quand je l'ai, je vais commander les prothèses et on vous appelle aussitôt qu'on reçoit les prothèses. D'habitude, ça prend 2 à 3 semaines maximum. Mais voyez-vous, à un moment donné, c'est arrivé avec un patient, ça a pris 6 semaines. Nous autres, on a renvoyé des courriels parce que ça fonctionne par courriel avec l'armée à Ottawa. C'était compliqué. C'était pas. Mais d'habitude, ça prend beaucoup moins de temps. Ça m'est arrivé, moi, un cas de CNESST, ça a pris, pour qu'il soit accepté tout, ça a pris 2 mois, ce qui est très court. J'en ai un, ça a pris 11 mois. Le dossier se retrouvait toujours en bas de la pile, je ne sais pas. S'il y a des patients, théoriquement, ça prend beaucoup moins de temps, mais à la livraison de la prothèse, théoriquement, ça prend 2 semaines de fabrication. Là, je vous dirais, c'est quand même assez ralenti dans les bureaux. Les fabricants, ça va assez vite. De faire les prothèses. Tes commandes, puis tu n'as pas le temps de les commander, puis ils sont arrivés. C'est assez… Je vous raconte, c'est Widex qui me disait ça, dans les 2 mois où tout le monde a été fermé, savez-vous combien de prothèses ont été vendues à travers le Canada chez Widex au mois d'avril et au mois de mai? Pensez à un chiffre ridicule. Donnez-moi un chiffre, juste pour le fun. Quelqu'un s'essaye. Comment? 30. 30? T'es pas loin? C'est 16. Ils ont vendu 16 prothèses en 2 mois. À la grandeur du pays, là, pas au Québec. Là. Fait que, nous autres, c'était. Puis là, je disais, est-ce que vous vendiez, c'était des prothèses perdues? Il dit oui. C'était carrément ça. Nous autres, ça nous est arrivé. Les renouvellements qu'on a faits, c'était des prothèses perdues durant ces 2 mois-là. Fait que, c'est pas. Fait que c'est pour ça, là, ils nous achalent. Là, c'est pas. On a une formation avec Widex la semaine passée. Je n'ai eu avec Signia. Je n'ai une dans 1 semaine avec Unitron. C'est comme là, c'est probablement que les patrons leur ont dit, ben là, il faut vous relancer vos clients parce que là, les chiffres ne sont pas bons. Ça ressemble à ça. Donc, c'est compléter, l'informer de la suite. On va vous donner rendez-vous dans 2 semaines, puis on va compléter la livraison. Donc, évidemment, toujours s'assurer d'aborder les sujets suivants. Unilatéral versus bilatéral, mono ou bino, donc 1 ou 2 oreilles. Attente réaliste, j'aurais dû le mettre en lettres majuscules. Il faut toujours ramener les attentes du patient. Il n'y a pas pire affaire que de créer des attentes irréalistes aux patients. On va se retrouver avec un paquet de boîtes dans les mains, ce qui n'est pas donc des attentes réalistes. On présente les divers modèles. Évidemment, on ne présentera pas les modèles de façon très explicite, surtout si ce n'est pas le modèle qu'on a choisi pour la personne. On va lui présenter le modèle, le contour d'oreille, le rythme,
l'intra, les CIC, mais évidemment, dans le cas de la solution auditive qu'on va lui présenter, on va lui dire, on va dire, il existe un contour d'oreille. Moi, j'ai des données de tous les modèles, fait que je lui montre, mais je lui montre dans les oreilles, mais le modèle que j'ai choisi pour vous, c'est celui-là, et voici les raisons pour lesquelles j'ai choisi. Mais il a vu dans mes oreilles qu'est-ce que peuvent faire tous les modèles de prothèses. Donc, ça demeure quand même important. Les différents niveaux de technologie, évidemment, dans la gamme, l'entrée de gamme, le milieu de gamme, le haut de gamme, les différents programmes gouvernementaux, et ça, je marque obligatoire, c'est une obligation, 1, déontologique, et 2, par la RAMQ, de présenter le programme de la RAMQ, si le patient est éligible à la RAMQ. Si vous ne présentez pas le programme de la RAMQ alors que le patient est éligible, c'est une faute, 1, déontologique devant le comité de discipline, et 2, votre permis de facturation à la RAMQ peut être révoqué. Oui, Jonathan? Alors, présenter, c'est une clientèle qui, en partant, cherche du haut de gamme ou autre. Il faut mentionner que c'est ça ou il faut faire une présentation complète? Non, il faut que tu le mentionnes, que vous savez que vous êtes éligible à la Régie d'assurance maladie. Le patient dit oui, je sais, mais ce n'est pas ça que je veux. Et tu le notes dans ton dossier professionnel. Parce que contractuellement, c'est une obligation par rapport au contrat individuel qu'on signe avec la RAMQ, puis c'est une obligation déontologique de notre code de déonto. Fait que c'est obligatoire. Moi, j'ai déjà entendu des patients, est-ce que c'était vrai ou que c'était non? On leur parle de la RAMQ, c'est la première fois que je l'entends parler, puis c'est des patients qui étaient ailleurs. Fait que c'est pas. Je comprends que certains patrons voient plus la vente comme importante que d'autres. Ça, je le sais, j'en connais. Mais tu as des obligations déontologiques. Là. Puis on va le voir quand on va faire le cours d'éthique et professionnalisme ensemble. C'est pas. Le fait de faire partie d'un ordre professionnel, ça a des avantages. Ça a, je ne dirais pas des inconvénients, mais on a des devoirs et obligations envers la clientèle qui sont immenses. Donc, on a une grande responsabilité. Donc, les programmes publics RAMQ, c'est obligatoire de les présenter. Le patient n'en veut pas, parfait, il n'y a pas de problème, mais c'est important de le présenter. C'est obligatoire, ce n'est pas juste important. Évidemment, les accessoires, la connectivité, le rechargeable. Savoir si le patient a un Apple ou un Android, parce que des fois, on va être obligé d'utiliser l'interface de communication quand on a du Android et pas quand on a du Apple, puis on a certaines prothèses qui vont fonctionner, peu importe la plateforme utilisée, Apple ou Android. Évidemment, on a les aides de suppléance à l'audition qu'on pourrait présenter. Oui, Patrice? Simplement, c'est quoi la plus grande différence entre Apple et Android? En fin de compte, c'est que souvent, les manufacturiers vont sortir la connectivité directe avec Apple avant qu'elle soit avec Android. Parce que le problème avec Android, l'avantage avec Apple, même si il se vend beaucoup plus de plateformes Android dans le monde que de Apple, c'est qu'Apple, il y a un système d'exploitation qui est iOS. Donc, peu importe la version, donc pour les manufacturiers, c'est facile de créer la connectivité avec Apple. Avec Android, Samsung il y a une petite différence Android. Si on prend LG, il y a une petite différence Android. Si on prend Motorola, si on prend peu importe, toutes les plateformes Android, chaque manufacturier il va de son épice, de sa sauce particulière, ce qui fait que si on prend par exemple Phonak qui a, lui, c'est Made for All, MFA qui appelle, parce que tu as MFI, Made for iPhone, ça va. Mais quand tu n'es pas capable de le faire avec Android, tu es obligé d'avoir l'interface de communication. Par exemple, quand Oticon avait sorti ses premières OPN, il était compatible à Apple, mais tu étais obligé d'avoir le Connect Clip pour que ça soit compatible Android. Évidemment, plus ça va, plus on va avoir du compatible pour tout, mais c'est important de poser la question parce que ça va peut-être influencer notre marque de prothèse, mais ça va peut-être aussi influencer, je ne vous dirais peut-être pas le modèle. Évidemment, quelqu'un qui veut un CIC, ce n'est pas compatible, à moins d'avoir une interface de communication sur les anciennes générations chez Oticon. Mais sinon, ce n'est pas de la connectivité directe, c'est ça qui va influencer notre choix. Caroline, avec un cas. Dans l'examen, quand vous nous avez posé la question, c'était quoi vraiment votre réponse que vous vouliez au niveau de la différence entre Apple et Android? C'était ça, là. C'était. Puis quand tu m'as reposé, quand tu m'as écrit par la suite, je me souviens pas d'en avoir parlé ou pas, là, honnêtement. C'est pour ça que la question, je vais la corriger en conséquence. Mais c'était ça, c'est quelle est la différence entre Apple et Android? C'est qu'on n'a pas une connectivité directe qui est tout le temps avec Android chez tous les manufacturiers, alors qu'on a une connectivité directe avec Apple chez tous les manufacturiers. On sera obligé d'utiliser chez certains manufacturiers, c'est l'interface de communication. C'est pour ça qu'il faut poser la question du type de cellulaire qu'ils ont. On pose la question aussi, pardon. Voyons.
On pose également la question de savoir de quel côté ils répondent au téléphone. Au cellulaire, ça a moins d'impact, mais c'est parce qu'il faut toujours, dans le logiciel, déterminer un côté prédominant. Mettons, chez Phonak, il faut dire au patient, il répond à gauche, mais le signal se transfère à droite de toute façon. C'est que tu as comme une prothèse prioritaire. C'est juste il faut toujours poser la question, mais c'est pour ça. C'est ça la différence entre Apple et Android, qui tend à s'estomper de plus en plus. Là, je vais être honnête avec vous autres. Là. Mais c'est quelque chose qu'on va voir. Et de voir les aides de suppléance à l'audition également. Donc, vous devez aborder les sujets suivants. Donc, effectuez votre recommandation médicale, professionnelle, expliquez la solution choisie, puis toujours avoir un plan B. Tu présentes un RIC, tu présentes un contour d'oreille, puis le patient, il ne veut pas un contour d'oreille, il faut que tu aies une solution. Le patient, tu lui présentes un RIC, mais il ne veut pas, tu pourrais aller vers un intra, par exemple. Tu veux un RIC, puis le patient n'en veut pas, tu pourrais aller vers un contour. Il faut toujours avoir une deuxième solution pour différentes raisons. Ce n'est pas fréquent qu'on doive changer, mais ça peut arriver. Je vais vous donner un exemple. Mais des fois, on n'a pas le choix. C'est pas le patient, tu lui présentes un intra-auriculaire parce qu'il n'y a pas de place derrière l'oreille, puis le patient, il ne veut pas, je n'ai pas de plan B. Tu n'as pas de place derrière l'oreille, je ne peux pas te mettre un RIC, je ne peux pas mettre une prothèse plus petite, j'ai besoin de puissance, c'est ça, puis je n'ai pas le choix. Des fois, on l'explique aux patients, ils ne sont pas contents, ça arrive, mais bon, ce que vous voulez, c'est shit happen. La vie est comme une boîte de chocolat, puis le chocolat qu'on prend, ça peut être un Montélimar. Un Montélimar, c'est un chocolat à l'orange qui est hyper dégueu, puis il y en a tout le temps un dans une boîte de chocolat. Puis c'est moi qui tombe dessus tout le temps. Je vais m'acheter un billet de 6,49 à chaque fois, puis ça ne marche pas. Je trouve ça dégueu, de la crème à l'orange. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais même pas pourquoi ils font des pops à l'orange. C'est même pas dans une boîte, ça prend de la place pour rien. C'est pas. Bon, tranche de vie. L'orange ne doit pas coûter cher, mais bon. Donc, il y a avoir un plan B. Des fois, on n'est pas capable d'appliquer le plan B, mais toujours en avoir une. Toujours essayer, quand on regarde un audiogramme, d'avoir toujours deux solutions. Que ce soit une solution moins chère, c'est un plan B. Que ce soit un modèle différent, c'est un plan B. Mais d'avoir un plan B, c'est important. Donc, évidemment, se référer toujours à notre audiogramme, au rapport, à notre recommandation, à l'historique de cas et au COSI, donc l'audiogramme, le rapport de l'audiologiste, la recommandation du médecin. S'il nous fait une contre-indication qu'on ne peut pas appareiller d'un côté, ça va être en unilatéral. Notre historique de cas, évidemment, le COSI qu'on a fait avec lui, avec le patient. Toujours s'appuyer sur des faits et des données. Toujours, selon le problème que vous avez, je vous suggère telle chose, ça va diminuer les inconvénients pour telle raison. C'est vraiment de cette façon-là qu'on va le faire, parce que le but, c'est de convaincre le patient que la solution qu'on lui offre, c'est la bonne solution. C'est une job de persuasion, dans un certain sens, mais appuyer sur des faits scientifiques, puis appuyer sur des faits techniques également. Donc, puis on sait que ça va diminuer l'inconvénient, mais toujours en gardant en tête que les attentes réalistes qu'on doit créer avec le patient, et là, il faut toujours se fier à l'IMDS. Un IMDS de 30% bilatéralement, là, il veut faire moins répéter, là. Ça n'arrivera pas. Là. Il va faire autant répéter. Il va mieux entendre, mais il ne comprendra pas mieux la parole compte tenu de... Mais ça, il faut l'expliquer. Il faut l'expliquer au patient, à sa femme, à ses enfants, à celui qui vient nous voir dans le temps des fêtes parce qu'il a décidé de s'occuper de sa mère. Tu sais, c'est faux, là. On a à répéter souvent parce qu'il y a des patients qui vont dire « Ah, j'ai mon ami qui a telle affaire, puis il a été évidemment ailleurs, puis lui, ça fonctionne bien. » Mais bon, il n'y a pas le même IMDS, là. C'est pas... C'est comme, ça, c'est les patients qui sont un peu plus tough. Et surtout quand l'IMDS a tendance à se dégrader avec le temps. Hein. C'est comme beaucoup plus complexe. Oui, Caroline, avec un cas. Parce que l'autre, Caroline, elle ne pose pas de questions. En fait, je sais c'est quoi le COSI et tout, sauf que quand on fait une histoire de cas, c'est quand on va avoir besoin de faire le COSI. Est-ce qu'il y a un élément dans l'histoire de cas qui fait comme OK, on continue avec le questionnaire COSI ou bien on le fait d'emblée maintenant quand on est en clinique? En fin de compte, le COSI va souvent être, lorsque tu fais ton historique de cas et le patient t'explique ses difficultés de communication et ses difficultés d'audition, tu sais, toi, tu vas prendre une note. Puis le COSI va venir comme résumer ça. Tu sais, tu vas arriver, tu vas dire, bon,
là, ce que vous voulez améliorer, ce que vous m'avez dit tout à l'heure, là, vous m'avez dit que vous voulez faire moins répéter votre conjointe. Ça, c'est quand même une priorité importante. Oui, ça serait la priorité numéro 1. C'est que là, on va les prioriser. Tu sais, le COSI, il va embarquer tout de suite après ton historique de cas. Parce que tu finis avec les difficultés de communication et d'audition que le patient a. Fait que, ça se peut que sa priorité numéro 1, c'est les acouphènes. OK, là, on va les là, c'est là que tu vas les mettre en priorité parce qu'il va te donner, écoute, majoritairement du temps, c'est qu'il va entendre ses petits-enfants, moins faire répéter sa femme, diminuer la télévision, mieux entendre au restaurant, mieux entendre en groupe. Bon, là, en groupe au restaurant, on s'est entendu qu'on n'y va plus un maudit bout, là. On fait livrer bien plus que d'autres choses. Mais, puis, c'est avec on écoute la TV. On écoute Netflix, Crave, Disney+, machin, on les fait toutes. Ben, vous autres, non, comme étudiants, mais moi, comme prof, oui, on a comme... J'entends des fois, vous allez avoir du temps. Mais c'est ça, fait que, tu finis ton historique de cas avec les difficultés de communication, puis là, tu dis, OK, là, on va prioriser ce que vous voulez vraiment. La priorité numéro 1, c'est telle chose. J'ai bien compris. Tu vas comme le valider, le patient va dire, oui, c'est exactement ça. Puis là, la priorité numéro 2, on en cherche à en avoir 5, mais des fois, on en a juste 3, là, puis des fois, on en a 4, des fois, on en a 2. Le patient, il vient, puis il dit, c'est baisser le volume de la TV. C'est tout. C'est ça, c'est get to the point. Ça, c'est les gars, TV. Le hockey va recommencer bientôt. Le football, on s'en va vers le Super Bowl. Je sais pas s'il y a quand même des priorités dans la vie. Là. Non, c'est pas. C'est District 31. Je ne sais pas ce qu'ils écoutent. C'est pas. Écoute, j'ai des patients, moi, qui me font des recommandations de séries sur Netflix. C'est pas. Ah, Patrice, as-tu écouté ça? J'ai vu. C'est pas. Non, on fait rien que ça. Fait que on n'a pas le choix. Tu vas marcher dehors, tu t'entraînes. Nous autres, on est chanceux. Moi, j'ai un gym à la maison. Fait que, on s'entraîne à la maison, on va marcher, puis après ça, ben, écoute, on écoute The Crown, The Mandalorian, puis nommez-les toutes. Là. Donc, c'est ça. Puis s'appuyer sur des faits et des données. Surtout, évidemment, faits et données, il faut faire attention sur les maladies dégénératives. Tu sais, de dire, tu sais, vous allez avoir une prothèse, puis ça va diminuer votre chance d'avoir l'Alzheimer. On n'est pas des généticiens. Tu sais, c'est pas, faut faire attention. Mais si le patient embarque sur ce sujet-là, là, tu peux lui dire, oui, effectivement, les recherches nous démontrent que, évidemment, il va avoir l'apparition retardée de ça. Tu sais, c'est pas que vous ne l'aurez pas, mais ça va. Oui, Jonathan? Dans le cas de la démence, est-ce que tu en parles d'emblée, vu qu'on parle réellement plus de causalité? Oui, bien, c'est ça, c'est un facteur de comorbidité. Là. Ça ne veut pas dire qu'on va l'avoir, mais c'est sûr que, en fin de compte, ça va être un appui sur si le patient hésite entre une ou deux prothèses. Ça veut dire, non, là, l'appareillage binaural, donc dans vos deux oreilles, va vous apporter un équilibre, une meilleure efficacité en milieu sonore, une meilleure efficacité dans le bruit, dans le vent, une meilleure compréhension de la parole. Puis, des recherches ont démontré aussi que la stimulation de votre cerveau vont retarder l'apparition de maladies dégénératives. Ça ne veut pas dire que vous n'en aurez pas, si vous allez en avoir, mais ça, on ne le sait pas. Mais on sait qu'à long terme, le cerveau qui ne travaille pas a tendance à s'atrophier, et ça, on le sait, là, ça c'est vrai, ce n'est pas des bobards. Là. Et c'est que c'est mieux deux qu'une. Si vous portez des verres, on corrige les deux yeux. C'est pour ça que l'aristocratie allemande et anglaise au 18e siècle portait un monocle, puis à un moment donné, ils se sont rendus compte que c'était pas pertinent, puis qu'on a mis dans les deux, puis c'était beaucoup plus efficace. C'est pas pour rien. Puis moi, j'ai déjà un collègue qui m'a raconté qu'il rencontrait un prêtre, puis il a dit, bon Dieu, il nous a mis deux oreilles, c'est pas pour rien. C'était un peu fort, là. Je trouvais qu'il avait un peu charrié, là. Puis le prêtre a pris deux prothèses, là, mais bon, c'était comme, ça va être beau, là. Mais c'était un peu fort l'argument, je te dirais. Oui, Caroline? Vu que j'ai vu non, après attends un petit peu, que je ne vous entends, je t'entends pas. D'après moi, mes écouteurs ont... Donne-moi une seconde. Vas-y donc, Caroline. Allô, allô? Non, je ne t'entends pas. Donne-moi une seconde. Ça ne sera pas long. Les écouteurs m'ont lâché. Cochonnerie. Pas ça.
Allô? Oui, vas-y. OK. En fait, vu que j'ai vu qu'on avait fini le cours, en fait, je voulais savoir si vous aviez la liste de la loi qui dit, mettons, qui a droit aux prothèses dans la RAMQ, etc. Est-ce que vous l'avez, la liste qui mentionne ça, ou on peut simplement la trouver sur Internet, mais si vous aviez la dernière version ou... Tu me parles de, je vais être sûr de bien comprendre, Caroline, là, tu me parles de la liste, de quelle liste tu me parles? De la loi qui dit, mettons, OK, telle personne a droit à une prothèse RAMQ, elle n'a pas le droit. Ouais, les ben oui, étudiants ont le droit. Est-ce je que... peux te les dire, je les sais par cœur là, depuis le temps, là, mais oui, j'ai ça, c'est ce qu'on voit en éthique. Là, c'est comme, OK. en fin de compte, quand je peux te le résumer, mais je pourrais vous mettre les diapos dans les ressources. Là. Il y a Ouais, 5 catégories de patients qui peuvent avoir des prothèses auditives déterminées par la RAMQ. OK, parfait. La première, la majorité, c'est les gens qui ont 19 ans et plus et qui ont une surdité en MSP3 de 35 décibels dans la meilleure oreille. Ça, c'est laquelle c'est. Ensuite, tu as les enfants 0-6 ans où il y a une surdité possible, donc il n'y a pas de critères d'admissibilité. C'est les 0-6. Ensuite de ça, tu as les étudiants. Je vais vous les mettre les diapos. Tu as les étudiants, c'est 25 en MSP3 à une oreille. Pas dans la meilleure, mais à une. Tu as les gens qui souffrent de surdicécité. Puis tu as les enfants, 12 ans et plus. Eux autres, c'est 25 décibels. En fin de compte, tu as 5 patients. Tu as les 0,6 où tu as une soupçon de surdité. Tu as ensuite de ça les 6 au-dessus qui ont 25 décibels de perte dans une oreille. Tu as les 19 ans et plus surdité de 35 décibels à la MSP3 dans la meilleure oreille. Tu as les gens qui souffrent d'une surdicité, qui souffrent d'un handicap outre la surdité. Donc, on parle de surdicécité, puis on parle aussi de déficience intellectuelle. Mais il faut avoir un diagnostic de déficience intellectuelle d'un psychologue ou neuropsychologue d'un public qui travaille dans un centre de réadaptation. Puis le 5e, c'est quel qui me manque? C'est les étudiants. Les binotravailleurs. Non, les travailleurs, c'est pour la binaralité, ça. C'est pas ça. Ça, c'est pour le binaural, les travailleurs. Les travailleurs, c'est 19 plus, 35 MSP3. Ça, le travailleur, c'est pour la binauralité. Puis tu as les étudiants, ceux qui ont 19 ans et plus, mais qui sont aux études, 25 décibels en MSP3 dans une oreille. Donc, c'est les 5. Mais je vous mettrai les diapos. J'ai 2 diapos là-dessus qui sont super bien faites et super détaillées. Je les mettrai dans les ressources. Je vous marquerai dans la ressource, je vous marquerai RAMQ. Fait que ça vous permettra de voir les 2 diapos. Je vais vous les mettre en PDF. C'est super simple. Parce que j'ai une amie, là, justement, que j'ai l'impression qu'elle ne se fait pas bien conseiller. Fait que je voulais voir là, au niveau de la RAMQ. Mais tu peux trouver, évidemment, sur le site de la RAMQ. Tu vas dans professionnel, audioprothésiste, dans règlement. Je pense que c'est l'article 3 ou 4 qui te dit qui sont les patients, les 5 patients qui sont éligibles au programme de la RAMQ. Fait que c'est très simple à trouver, là, mais moi, j'ai comme résumé, parce que les paragraphes sont longs. Là. C'est pas, j'ai résumé ça, puis c'est. Donc, on avait fini. Donc, COSI, toujours s'appuyer sur des faits et des données. Semaine prochaine, révision, correction de l'examen. Puis, c'est pas pire ça pour aujourd'hui. Question? Comme je disais, d'ici la fin de la journée, je vais mettre le document en révision. On ne passera pas à travers, il y a 240 diapos. On passe à peine à travers en 2 heures, on passe à travers peut-être 30 diapos au total. Là, fait que je ne le ferai pas. Si vous avez des questions, ça va être surtout une période questions-réponses. On va commencer par la correction de l'examen. Puis, c'est pas pire ça. Je dirais, si vous avez des questions entre-temps, vous m'écrivez sur Colnet, il ne faut pas vous gêner. Là. Je suis toujours dispo. Sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Puis on se voit la semaine prochaine. Merci, bonne journée. Bienvenue. Salut. Bye bye. Patrice? Oui, t'as peu.